Voilà. Oui, d'ailleurs, voilà, vous m'entendez bien. Donc, comme je le disais, je voulais vous accueillir au nom de la communauté d'agglomération qui a repris la compétence sur ce magnifique équipement et au nom de son président Jean-Louis Valentin, mais surtout accueillir Madame Danielle Imbaud, astrophysicienne au CEA de Saclay, et qui nous fait l'honneur de sa visite pour la seconde fois en quelques mois, et qui vient ici au Ludiver, le Ludiver qui vous accueille et qui est totalement dans ses missions et dans sa vocation. Monsieur Biel le confirmera, qui est de faire le lien entre le monde de la science, le monde de la recherche et le grand public, donc on est tout à fait dans sa vocation. Ce soir, Madame Imbaud, vous allez nous parler d'un grand projet qui est le projet ITER, qui me semble être un projet très ambitieux, un projet mondial, confiné dans un énorme bâtiment de verre, d'acier et de béton, et si j'ai bien compris, dont l'objectif est de démontrer l'éventuelle faisabilité d'utiliser la fusion nucléaire pour la production massive d'énergie, ce qui permettrait sans doute de résoudre les besoins énergétiques de la planète. En tout cas, c'est un projet qui semble assez extraordinaire. Et c'est pour ça, sans doute, que vous êtes aussi nombreux ce soir. Je voulais vous remercier, Madame, de nous accorder du temps pour nous expliquer ces projets et puis surtout pour transmettre vos connaissances. Et puis je voudrais aussi remercier Marie Kirchner, qui est la présidente de WIN Normandie, cette association de femmes impliquées dans les métiers du nucléaire, et puis Monsieur Biel de nous accueillir ce soir. Et puis surtout, vous souhaitez à tous et à toutes une très bonne soirée. Monsieur Biel, Marie, je vous donne la parole. Donc, on voulait vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Et on poursuit notre objectif commun de contribuer à l'éveil scientifique, notamment auprès des jeunes, et de présenter les liens entre l'énergie nucléaire et la recherche spatiale. Donc, merci pour votre soutien. Le WIN Normandie vient de signer un partenariat avec la communauté d'agglomération du Cotentin, qui fait suite au partenariat qu'on avait avec la mairie de La Hague. Et donc, merci à Didier Biel et à son équipe pour leur accueil chaleureux et leur soutien. Nous vous rappelons qu'un enregistrement vidéo est en train d'être tourné, donc vous pourrez retrouver cette conférence dans quelques semaines sur YouTube, et la conférence précédente est disponible. Vous allez sur le site de win-france.org, il y a un onglet qui s'appelle « En France », ensuite vous prenez la région Normandie, vous descendez, il y a des articles, et quand vous arrivez sur la conférence « Petit voyage dans le cosmos de notre étoile aux confins de l'univers », vous avez un lien vers la conférence précédente, et si vous l'avez raté, vraiment je vous conseille de regarder ce lien. Voilà, donc n'oubliez pas d'éteindre vos portables ou de les mettre sur vibreur, et je vous dis à tout à l'heure. Bon, c'était commun. Ok, bon, donc je vais compléter ma présentation. Donc moi j'ai travaillé à la direction de la recherche fondamentale au CEA, donc commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pendant pas mal d'années, et notamment au service d'astrophysique. Je ne suis pas astrophysicienne, j'ai été chef de projet en astrophysique spatiale, c'est-à-dire que j'ai piloté des équipes internationales pour réaliser des instruments qui ont été lancés pour s'intéresser soit aux planètes, soit à la vie et à la mort des étoiles, notamment, dans un cadre européen et dans un cadre franco-soviétique pour l'autre. Je suis par ailleurs secrétaire du comité de liaison enseignants-astronomes, qui est une association d'enseignants et d'astronomes, comme son nom l'indique, qui vise à former les enseignants pour qu'ils utilisent l'astronomie en classe. L'astronomie est quelque chose qui est très apprécié par les élèves, quel que soit leur niveau, et on peut mettre de l'astronomie dans les programmes. L'astronomie, c'est la plus ancienne des sciences, donc on peut mettre de l'astronomie
dans les enseignants de physique, évidemment, de sciences de la vie et de la terre, mais aussi de français, d'art plastique, de philosophie, d'histoire des sciences, d'histoire des idées, etc. Donc il y a énormément de choses. Et donc je suis secrétaire de cette association et j'organise tous les ans une école d'été destinée à des enseignants pour qu'ils se perfectionnent, que ce soit des professeurs des écoles, de collèges ou de lycées. Donc si parmi vous, il y a des gens que ça intéresse, ce genre de choses, j'ai apporté évidemment mes petits dépliants publicitaires pour ceux que ça intéresse. Mon rapport avec ITER, puisqu'aujourd'hui je vous parle donc de l'énergie du futur sur le chemin des étoiles, il y a une petite étoile ici à chemin, parce que ITER en latin veut dire chemin, ça veut dire autre chose qu'on verra après. Aujourd'hui on va parler effectivement de cette grosse machine de physique en fait, hein, qui est en cours de construction actuellement à côté d'Aix-en-Provence, à côté du centre CEA-KRH. J'y suis intéressé parce que j'ai été à la direction de la recherche fondamentale, assistant du directeur pendant quelques années pour m'occuper de tout ce qui était les grands projets, que par ailleurs j'ai participé à un groupe d'études en fait sur l'organisation du projet ITER, les organisations du projet ITER qui, comme c'est une grande première, c'est le premier vrai projet mondial. Il n'y a pas eu un plus gros projet dans le monde que celui-là. Donc évidemment, il faut inventer aussi des façons de travailler entre des gens de 35 pays avec des cultures différentes pour tenir un planning, pour tenir des échéances et résoudre des difficultés technologiques qui, comme vous allez le voir de façon assez succincte, sont de taille, autant que le réacteur lui-même. Voilà, rapidement présenté, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, en gros, si j'ai des idées en cours de route. Alors, le contexte d'abord. Le contexte d'ITER, c'est évidemment la problématique que nous connaissons tous, et à laquelle il a été fait allusion dans l'introduction. C'est dans un contexte d'augmentation de la population, hein, on est presque 8 milliards et on va à 10 milliards en 2050. Plus du niveau de vie, il y a encore plus d'1 milliard de personnes sur le globe qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc des pays progressent. On va vers des périodes de consommation d'énergie, toutes les prévisions sont des consommations d'énergie à la hausse. On sait par ailleurs que les ressources fossiles s'amenuisent, donc c'est entre 50 et 150 ans selon les années, selon les évaluations, etc. En ce qui concerne le gaz, le pétrole, le charbon. Mais on sait que ces énergies fossiles ont un fort impact sur le climat, dont on parle beaucoup en ce moment, et voilà, donc on voudrait essayer de limiter ce genre de choses. En ce qui concerne le nucléaire, qu'on qualifie de fission, donc le nucléaire qui fait tourner nos centrales aujourd'hui, on a à peu près, les réserves d'uranium, c'est pareil, hein, c'est à la louche, c'est la centaine d'années, mais vous connaissez la problématique, notamment ici, des déchets à gérer, de la valorisation de ce qui est valorisable dans ce qui sort des centrales une fois que les combustibles ont vraiment donné ce qu'ils avaient à donner. Et puis on évalue à peut-être 1000 ans si on arrivait à mettre en route ce qu'on appelle la génération 4, les réacteurs à neutrons rapides, bon, qui sont encore assez problématiques, qui ont pris aussi pas mal de retard. Donc voilà, on est dans un contexte qui n'est pas très... Alors évidemment, on parle beaucoup aussi d'énergie renouvelable, y compris dans l'organisme dont je suis issu, avec la problématique des énergies renouvelables, qui sont évidemment à développer, ça, il n'y a pas, personne ne discute de ça, mais d'une part elles sont intermittentes, donc, d'accord, d'autre part elles sont diffuses, c'est-à-dire qu'il faut des grandes surfaces pour mettre des éoliennes, il faut des grandes surfaces pour mettre des panneaux photovoltaïques, dans un contexte que j'ai appelé, que les spécialistes démographes appellent métropolisation, c'est-à-dire que la population mondiale se regroupe actuellement autour de métropoles, où il y a de plus en plus de monde, des mégapoles en fait. Et en fait, on produirait de l'énergie avec ce genre de système dans la campagne là où il y a de la place, pour des gens qui sont tous amassés dans des grosses agglomérations. Donc ça pose des tas de problèmes sur le transport, sur les pertes, sur les rendements. Bref, je ne suis pas là pour parler de ce sujet, mais disons qu'il faut le développer, mais qu'un certain nombre de gens ressentent le besoin d'avoir un moyen de produire massivement une énergie continue, qui ne soit pas intermittente, durable. Évidemment, là-dedans, il y a des recherches sur les pays, sur le stockage, etc. Bon, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, mais donc, le fait d'avoir de l'énergie qui soit continue, qui soit durable, qui soit sûre et qui ne produise pas de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre de façon générale,
Voilà, donc on est un petit peu à la recherche de ce Graal-là, et un certain nombre de scientifiques se sont dit, le soleil, on en profite quand on fait des panneaux photovoltaïques, on capte son énergie, mais si que on essayait de le mimer et de mettre dans un réacteur un petit soleil en fait, donc de fabriquer de l'énergie comme le soleil le fait là où il est, et comme de façon générale les étoiles le font. Voilà, donc ça c'est le grand chantier, c'est est-ce que dans l'ITER on est capable, comme ça a été dit tout à l'heure, de faire fonctionner la fusion thermonucléaire pour fabriquer de l'énergie et de l'électricité comme un réacteur producteur d'électricité. Voilà, donc on en est là. Alors je vais faire une petite intro pour situer le sujet par rapport aux étoiles. En fait, les étoiles, toute la lumière et la chaleur qui sont créées par les étoiles sont issues de réactions de fusion thermonucléaire qui se produisent dans leur cœur. Hein? Alors ça, c'est des choses qui ont été découvertes par des grands pionniers. J'en ai mis 3, mais il y a plus de monde que ça. Bon, j'ai mis Jean Perrin, qui est le premier à avoir donc le prix Nobel de physique français, qui est le premier à avoir cette idée que peut-être c'était la fusion qui produisait cette énergie. Arthur Eddington a fait aussi un certain nombre de calculs, il a amélioré les idées de Jean Perrin assez largement, donc il est souvent cité comme fondateur. Et vous savez, les anglo-saxons ont souvent l'habitude d'oublier quand... bref. Donc, c'est pour ça que je mentionne Jean Perrin au passage. On dit toujours c'est Eddington qui a... oui, c'est vrai, il a formalisé, il a écrit des papiers extraordinaires là-dessus. Et le troisième personnage très important, c'est Hans Bethe, qui était un Allemand qui, en 1938, a vraiment fait un article et expliqué comment se passe la fusion thermonucléaire dans le Soleil et d'où vient vraiment l'énergie du Soleil, avec voilà, justification, avec des informations, des calculs, etc. et des mesures. Et il a d'ailleurs eu pour cette découverte le prix Nobel en 1967. Alors, juste après la guerre, ce qu'on doit dire aussi, c'est que des équipes en Union soviétique, dans les années 50, ont commencé à passer à la partie pratique de la chose. Ça, c'était la théorie. Et les soviétiques ont développé, alors bon, on parle souvent comme pionnier vraiment de cette fonction de Artsimovitch. Alors j'ai mis étal parce qu'il y a plein de gens là-dedans qui suivent. Bon, on va dire que c'était lui qui était un peu le leader de cette affaire. Et dans les années 50, ces gens-là ont commencé à faire des recherches sur l'utilisation pacifique de cette énergie de fusion thermonucléaire. Et ITER, finalement, c'est la suite logique. C'est-à-dire que parfois on dit, oh, ITER, on en parle depuis 30 ans, depuis 40 ans. Non, on en parle depuis plus de 70 ans. Parce que les premières idées sur est-ce qu'on serait capable de faire de la fusion dans un réacteur pour récupérer de l'énergie, ça date plutôt des années 50. Voilà. Et donc ITER, c'est le dernier rejeton de cette longue série, de cette grande famille. ITER, ça veut dire International, pour ça, thermonucléaire, ok, c'est thermonucléaire, je vais expliquer ce que ça veut dire. Expérimental, alors j'ai souligné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ITER, ça va être un réacteur qui va fabriquer de l'électricité. On n'en est pas là du tout. ITER, c'est une grosse manip de physique qui va permettre de démontrer, tout le monde l'espère, la faisabilité scientifique et technique de la fusion thermonucléaire dans un réacteur. D'accord, on en est à démontrer, là on est vraiment dans de la manip de physique. Hein. Grosse manip, mais c'est quand même... voilà. Donc, je vais passer par 4 étapes, je vais vous expliquer ce que c'est la fusion thermonucléaire, comment est-ce qu'on espère pouvoir la maîtriser, la domestiquer dans une installation, quels sont les principaux défis qu'on a à mettre auxquels il faut faire face, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la construction, puisqu'on est en pleine phase de construction sur le site donc de Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, parce que j'essaye de définir mon vocabulaire, n'hésitez pas à vous lever la main, c'est pas la peine d'attendre la fin pour me dire j'ai rien compris de ce que vous avez dit dans les 5 premières minutes, d'accord. N'hésitez pas, on est entre nous, donc... Alors, première petite chose, la quantité d'énergie qu'on paye sur nos factures d'énergie, c'est exprimé en kilowattheure. Ce n'est pas une unité de la physique, mais enfin, on l'utilise comme ça, c'est traditionnel, kilowattheure. La question c'est, quelle masse de matière est-ce qu'il faut mettre en jeu pour échanger une quantité d'énergie de 1 kWh. 1 kWh, c'est le truc qui coûte 0,1 €, en gros, hors taxe sur les factures. Alors, 1 kWh, c'est, par exemple, si c'est de l'énergie cinétique,
Si on balade 10 tonnes à 100 km/h et que ça vient se fracasser sur quelque chose et qu'on récupérait toute l'énergie du choc, ça fait à peu près 1 kWh. En énergie potentielle, c'est 10 tonnes qui tombent de 40 mètres, dû à la gravitation. En chimie, c'est en gros 100 grammes de carburant. En énergie calorifique, c'est ce qu'il faut pour faire fondre 10 kg de glace ou faire bouillir 1,5 litre d'eau. En solaire, c'est de l'heure d'éclairement, du mètre carré. En éolien, c'est 1 heure de vent, voilà, sur 0,5 mètre carré. Donc on est sur des données, que ce soit en cinétique, en chimique, en solaire, en éolienne, où on manipule des quantités qui sont des quantités de la vie de tous les jours. Des heures, des mètres carrés, des kilos, des grammes, d'accord, des mètres. Alors là, il y a Einstein Albert, par son prénom, qui vient jouer dans la cour, avec sa fameuse formule E égale MC2, et il y a trois autres types d'énergie, assez différentes de celle-là par les ordres de grandeur. Si on parle en masse, en gros, pour faire 1 kWh, avec la fission nucléaire qu'on utilise aujourd'hui pour faire l'électricité, il faut 10 mg d'uranium. Si on pouvait utiliser la fusion nucléaire, on serait plutôt dans les microgrammes d'hydrogène. Et si on arrivait à transformer, ce qui n'est absolument pas, ce qui ne fait pas partie d'un projet de ce type actuellement, si on pouvait transformer la masse qui est ici, énergie égale la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, il faudrait 30 nanogrammes, c'est-à-dire milliardièmes de grammes, pour fabriquer 1 kWh. C'est-à-dire que la matière, elle est pleine d'énergie, et qu'en fonction, voilà, donc selon qu'on utilise la chimie, l'éolien, etc., la mécanique, ou qu'on utilise le nucléaire en fission ou en fusion, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc ce que vous voyez, c'est l'efficacité, en fait, de cette énergie, y compris l'efficacité de la fusion par rapport à la fission, l'efficacité potentielle. C'est clair ce que je dis là? Ouais. Donc en gros, petit calcul fait, 17 TW pour la population mondiale, 10 milliards de personnes, on fait un petit calcul, et on regarde qu'en gros, il faut 20 grammes pour toute une vie de terrien pour avoir l'énergie dont on a besoin pour vivre, tout compris. C'est-à-dire, on regarde l'énergie globale du globe et on divise par le nombre de personnes, on en met là-dedans tout ce qui est industrie, etc. On met évidemment là-dedans aussi des disparités monstrueuses, puisque 20 grammes pour toute une vie, c'est pour le terrien moyen. Si on est européen, c'est 2 fois plus. Si on est américain, c'est 4 fois plus. Si on est au Qatar, c'est 15 fois plus. Si on est au Bangladesh, c'est 5 fois moins. Et si on est dans je ne sais plus quel pays dont j'ai regardé hier, ça tournait plutôt autour de 15 fois moins. Donc il y a des disparités absolument monstrueuses entre les terriens sur les besoins en énergie. Oui, je vous en prie. C'est bien la moyenne enfin, c'est 20 grammes pour un individu. Pour un individu, voilà. J'ai dû mettre 80 ans. Voilà, donc il faut faire le calcul avec les données qui circulent. Hein, donc, voilà, c'est juste pour montrer un peu l'efficacité en fait de cette éventuelle. Voilà. Alors cette matière qui est pleine d'énergie, puisqu'on vient de le voir, de quoi elle était constituée. Donc ça va être des rappels pour beaucoup d'entre vous, mais je passe par là quand même. Bon, la matière est constituée d'atomes. Dans ces atomes, il y a un noyau qui est en général à peu près 10 000 fois plus petit que la taille de l'atome. Il y a des électrons qui tournent autour du noyau, et ce noyau, il est chargé positivement en termes d'électricité. Hein. Les électrons sont chargés négativement, le noyau est chargé positivement. Le noyau est constitué de protons qui sont positifs et de neutrons qui sont neutres électriquement. Et évidemment, puisqu'un atome est neutre, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons qui tournent autour. Ok? Ça fait ce qu'on appelle un atome. Alors, deux choses qui sont importantes tout de suite, c'est que le nombre de protons égale le nombre d'électrons, je l'ai dit, ça détermine un élément chimique. Donc le nombre d'électrons qui tournent autour du noyau, c'est ça qui va faire qu'on a affaire à du fer, à du sodium, à de l'hydrogène ou à du krypton. D'accord? Ça, c'est l'élément chimique. Et puis, on peut avoir aussi des matériaux dont le nombre de protons correspond à un élément chimique et un nombre différent de neutrons qui fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle un isotope. C'est-à-dire que chimiquement, c'est le nombre de protons qui compte, c'est pas le fait de rajouter ou pas des neutrons. Donc les réactions chimiques vont se faire avec le nombre de protons et avec le nombre d'électrons qui tournent autour. Vous pouvez avoir par exemple, quand on parle d'eau lourde, l'eau lourde est faite avec un hydrogène qui n'est pas d'hydrogène comme on a dans H2O, mais on a D2O, c'est-à-dire de l'eau lourde, c'est avec du deutérium qui est 2 fois plus lourd que l'hydrogène. C'est pour ça qu'on appelle ça l'eau lourde. Ok? Donc ça, c'est des notions qui sont
mais je préfère l'expliquer maintenant. Donc c'est la notion d'élément chimique. Alors j'en profite pour faire de passer une minute sur la classification périodique des éléments, pour une raison simple, c'est que cette année, c'est le 150e anniversaire de la classification de Mendeleïev, dont un certain nombre d'entre vous ont sûrement appris, y compris Napoléon mange allègrement Cyperbros sans claquer, pour se rappeler voilà, de la table du tableau de Mendeleïev. Et donc la découverte de Mendeleïev en 1869, c'est qu'en fait il a regardé des éléments de plus en plus lourds, c'est-à-dire avec un nombre de protons et de neutrons, il n'en savait rien évidemment, disons des atomes qui étaient de plus en plus lourds, et il s'est aperçu, pourquoi c'est périodique, parce qu'au bout d'un certain temps, on retrouve des atomes, si on les met tous en ligne, on retrouve des atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques, en tout cas proches, que celui qui était là avant. Par exemple, entre le lithium, le sodium, le krypton, etc. Le potassium, c'est le potassium qu'on a dans les eaux. On a des réactions chimiques qui se passent un peu de la même façon. Voilà. Et en fait, par exemple, cette colonne-là réagit bien avec ça. Par exemple, si on a du sodium avec du chlore, ça fait du sel de cuisine, un NaCl, et ainsi de suite. Donc on a des propriétés chimiques qui se reproduisent avec une certaine période. Et ça, c'est la découverte de Mendeleïev. Avec un atome qui est le plus léger, qui est l'hydrogène, qui a un proton comme noyau, et l'atome naturel le plus lourd, qui est l'uranium, qui a 92 protons, et un certain nombre de neutrons, mais ce qui compte pour la chimie, c'est le nombre de protons. Voilà. Alors ça, c'est la publication de Mendeleïev. Vous voyez qu'il avait en fait assez peu d'atomes connus à son époque, par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et le tableau de Mendeleïev avait plein de trous, et donc les scientifiques, les chimistes ont comblé les trous au fur et à mesure des décennies qui sont passées, en découvrant de nouveaux éléments qui collaient bien là-dedans, et qui collaient bien aussi avec les propriétés des uns et des autres, et surtout avec le nombre, finalement la masse atomique, on appelle, des éléments qui étaient dans ce tableau. Donc ça, c'est la grosse découverte. Et en fait, on a compris ce qu'avait découvert Mendeleïev, qu'avec le modèle de Niels Bohr, qui s'est aperçu, qui a conçu que un atome, c'était en fait un noyau avec des électrons en même nombre que les protons du noyau, qui se répartissent sur des couches, et que sur les couches, il y a un nombre de places limité. Et donc c'est ça qui explique l'aspect périodique, c'est-à-dire que le sodium, le potassium ont un électron de trop sur la dernière couche, et ces éléments-là, ils ont 7 électrons sur une couche qui en accepte 8, et donc ils ont une facilité pour faire des molécules entre, par exemple, cette colonne et cette colonne. Donc ça, c'est le modèle en couche des atomes qui a valu le prix Nobel de physique à Niels Bohr en 1922. Voilà, donc salut Mendeleïev, et merci pour... voilà. Alors, j'en viens aux objets dont on va parler là. L'hydrogène, il y a donc un proton, et autour de l'hydrogène, du proton de l'hydrogène, dans le noyau, il peut y avoir un neutron, c'est l'hydrogène classique, je dirais, mais il peut y avoir 1, 2 ou 3 neutrons. Alors s'il y a un neutron, on va avoir un hydrogène 2, avec un proton et un neutron, ça va s'appeler le deutérium, celui dont je parlais, qui permet de faire de l'eau. Et si on a de l'hydrogène 3, ça s'appelle le tritium, toujours un proton, sinon ça ne serait pas de l'hydrogène, et deux nucléons, 2 neutrons qui font ce qu'on appelle du tritium. Voilà. On va parler aussi de l'hélium, on va parler du lithium. Le carbone, au passage, je le mentionne parce que le carbone, normalement, a 6 protons, enfin, c'est pas normalement. Le carbone a 6 protons. Le carbone classique, il a aussi 6 neutrons. Ça fait du carbone 12. Mais vous savez certainement qu'il y a du carbone qui a 8 neutrons, ce qui fait du carbone 14, qui est un peu instable et qui sert à faire des datations, notamment. En archéologie, on utilise beaucoup le carbone 14 pour... voilà, donc ça c'est des isotopes qui sont instables. C'est un peu comme si sur le tableau de Mendeleïev, on mettait une 3e dimension avec les isotopes dans chacune des boîtes. Voilà, le potassium dont on parlait tout à l'heure, on a dans nos eaux, normalement il y a 19 protons, et puis il peut y avoir entre 13 et 36 neutrons qui tournent autour. Voilà, donc celui qui est le plus classique, c'est 20, mais il y a des isotopes radioactifs du potassium qu'on a d'ailleurs dans notre organisme, puisqu'il y a un pourcentage du potassium naturel qui est radioactif dans ces différents types d'éléments. Voilà, et puis l'uranium, pour terminer ici, 92 protons, et lui il peut avoir de 125 à 150 neutrons. Voilà, et celui qu'on a 146, c'est l'uranium le plus classique et celui qu'on trouve en majorité, qui est l'uranium 238, mais il y a aussi du 235 et tout un tas d'autres qui sont moins stables et qui sont éventuellement fissiles.
Voilà. Donc, on a ce petit tableau qui est ici. Au passage, vous remarquez une chose qui est intéressante, c'est que là, on a, dans l'espèce majoritaire, on a autant de protons que de neutrons. Là, on a beaucoup plus de neutrons que de protons pour les éléments lourds. Pourquoi? Parce que les protons du noyau étant tous chargés positivement, ils ont plutôt tendance à s'écarter les uns des autres, et qu'il faut des neutrons en plus pour assurer la cohésion. Parce qu'en fait, un noyau d'atomes, il a ce qu'on appelle une force, l'interaction forte, une force nucléaire, qui fait que ça reste bien accroché, que ça se colle en quelque sorte. Et donc les neutrons servent, il faut plus de neutrons pour que ce soit stable quand il y a beaucoup de noyaux positifs, parce qu'ils auraient plutôt tendance à s'éloigner les uns des autres. Alors on en arrive à expliquer la fission avec tout ça et la fusion. Là on a un atome, là on a les éléments, donc les protons et les neutrons de l'atome qui sont séparés. Je mets ça dans une balance, donc je mets les atomes d'un côté et puis le noyau constitué de l'autre, et on s'aperçoit que le noyau est plus lourd que la somme de ses constituants. Pourquoi le noyau est plus lourd que la somme de ses constituants? C'est à cause d'Albert, parce qu'il y a une différence de masse, et cette différence de masse entre les constituants et l'atome et le noyau lui-même, bah, ça correspond à une différence d'énergie qui correspond toujours à la même formule E égale mc2. Ça revient à dire en fait que cette différence d'énergie, c'est l'énergie de liaison entre les différents nucléons qui sont là. Donc on a des atomes qui sont plus lourds parce qu'il y a de l'énergie. L'énergie en fait équivalent à la masse, c'est elle qui les tient accrochés les uns aux autres et qui fait la cohésion du noyau. Alors, de là sort l'énergie nucléaire de fission, dont on ne parlera pas du tout, mais je le mentionne au passage. En fait, les noyaux lourds, pour ceux en tout cas qui sont pas hyper stables, du genre le 235, qui est ce qu'on appelle fissile, il suffit d'une grosse pichenette quand même, hein, disons. Bref, on lui envoie un neutron et il se fissionne, c'est-à-dire qu'il se scinde en deux morceaux et on récupère de l'énergie avec de toutes ces particules qui sont chargées d'énergie, et c'est cette énergie qu'on récupère pour faire de l'électricité dans les réacteurs nucléaires de fission. D'accord? Donc, en gros, l'uranium, il est plus lourd que ses constituants et on récupère l'énergie avec de l'uranium 235, par exemple. Et puis avec ce neutron qui est là va aller taper un autre uranium 235 et on va faire ce qu'on appelle la réaction en chaîne qu'on met en œuvre dans les réacteurs de fission. Mais il y a un deuxième type d'énergie nucléaire, la physique a fait les choses. Il y a ce qu'on appelle la fusion des noyaux légers, c'est-à-dire que par exemple, l'hélium, il est plus léger que ses constituants. On pourrait dire qu'en fait, les noyaux lourds, ils n'ont qu'une envie, si on les titille un peu, c'est de se casser, et à ce moment-là, on récupère de l'énergie. Et les noyaux légers, ils n'ont qu'une envie, c'est de se mettre ensemble, et on récupère de l'énergie. Donc les noyaux légers, par exemple, ici vous avez le cas, voilà, donc deutérium-tritium qui donne un machin qui est instable, ça fait un noyau d'hélium et un neutron qui s'en va, et ça récupère de l'énergie, c'est-à-dire que le noyau qui est ici, il est plus léger que les constituants, parce qu'il y a une énergie de... Voilà. Ils ont envie, en fait, on pourrait presque dire que les gros noyaux, ils ont plutôt envie de se casser en morceaux, et les petits noyaux, ils ont plutôt envie de se fusionner, et dans les deux cas, ça produit de l'énergie. Voilà, donc là, si on fait deutérium-tritium, donne hélium plus, voilà. Alors, la grosse différence entre cette énergie, les noyaux instables, ils peuvent se casser en morceaux, quelle que soit la température, ou presque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser la température pour améliorer le rendement quand on veut en faire de récupérer l'énergie. Par contre, la fusion, ça ne se fait pas comme ça. Pour qu'on fasse fusionner des particules légères, il faut qu'elles se rencontrent et qu'elles restent collées. Et pour qu'elles se rencontrent et qu'elles restent collées, il faut qu'elles soient chaudes. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la température pour... Vous savez que la température, c'est une mesure de niveau d'agitation des particules, et il faut que les particules, elles s'agitent beaucoup pour pouvoir rester collées une fois de temps en temps, avec une probabilité qui n'est pas de 100%. Donc ici, on va fabriquer, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'énergie thermonucléaire, c'est-à-dire il faut déjà avoir atteint un certain degré de température pour qu'on puisse faire de la fusion. D'accord? Est-ce que ça va toujours? Ok. Alors ça, puisque ça va, je vais des trucs un peu plus durs, donc ça va pas être très compliqué. En gros, ça c'est un schéma qui est vachement important pour voir les différents types de fusion dont on va parler. Ici, on a l'énergie de liaison de tous les... Alors là, vous avez le nombre de nucléons dans le noyau, hein, la masse atomique, donc ça va de 0 à 270, ok. On a dit que l'uranium était par là, etc. Enfin,
238 est par là, voilà. Donc on a ici, il est là d'ailleurs, 238 c'est plutôt là d'ailleurs que là, mais enfin bon, voilà. On a ici une courbe qui montre l'énergie de cohésion, de liaison finalement, par nucléon au sein d'un noyau. Et vous voyez que il y a l'énergie par nucléon, en gros, c'est le fer 56, c'est celui qui est le plus stable. C'est celui qui a envie de rester fer 56. En gros, les atomes qui sont là, ce que je vous disais, c'est qu'ils ont plutôt envie de fissionner, et les atomes qui sont là, ils ont plutôt envie de fusionner. D'accord? Les noyaux. Quand je dis atomes, je devrais dire noyaux. Voilà. Donc, la fission dans la centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend de l'uranium, voilà, 235 par exemple, et on le fait se fissionner, comme j'ai dit tout à l'heure. On va récupérer des objets qui sont plutôt par là, dont certains sont instables d'ailleurs, d'où les problématiques autour des déchets. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la centrale nucléaire. Donc on va récupérer, vous voyez, quelques MeV, peu importe ce que veut dire cette unité, juste pour comparer. Par contre, dans le Soleil, qu'est-ce qu'il fait le Soleil? Le Soleil, il transforme de l'hydrogène en hélium. Donc le Soleil, il fait de la fusion. Voilà, il prend de l'hydrogène, il y a 4 hydrogènes qui se mettent ensemble, il y a 4 nucléons, et ça fait de l'hélium 4 avec 4 nucléons, qu'on a vu tout à l'heure. Et en faisant ça, eh ben, en termes d'énergie, bon celui-là, l'énergie de liaison du proton avec lui-même, il n'y a rien. Par contre ici, il y a 4 nucléons dans le noyau, multiplié par 7, ça fait 28 dans cette énergie, cette unité que j'ai mis là, qui est le MeV. Donc on gagne 28 MeV d'énergie entre le niveau hydrogène et le niveau d'hélium, dans le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est les deux, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les étoiles massives? Les étoiles massives, elles continuent, quand il n'y a plus d'hélium dans leur cœur, parce qu'à un moment ou un autre, à force de transformer l'hydrogène en hélium, il n'y a plus d'hydrogène, et il y a un moment, on commence à fusionner l'hélium pour en faire, parce qu'il y a des fusions en fait, pour en faire des matériaux plus lourds. Et donc, dans les étoiles massives, on transforme l'hélium en matériaux, en carbone, en oxygène, en azote, et puis vous avez toute la classification de Mendeleïev ici, jusqu'au fer. Voilà. Et le fer, bah, quand on atteint le fer, ça s'arrête. En fait, la vie d'une étoile, c'est un effondrement permanent qui s'arrête à des moments parce qu'on allume des réactions de fusion dans le cœur de l'étoile. D'accord? Donc il y a un nuage de gaz qui s'effondre, ça chauffe. Si ça chauffe aux alentours de 10 millions de degrés, 15 millions de degrés dans le cœur du Soleil, on allume les réactions de fusion d'hydrogène en hélium. Et tant qu'il y a de l'hydrogène dans le cœur, c'est ça qui fabrique l'énergie et la lumière du Soleil. Quand il n'y a plus d'hydrogène, il faut passer à une autre étape. On va passer, et le Soleil d'ailleurs, ça lui arrivera, il va transformer de l'hélium en carbone. Et puis les plus grosses étoiles vont comme ça jusqu'au fer. Et puis il y a un moment où, quand on a fabriqué du fer et qu'il n'y a plus d'autres, le fer, il n'a pas du tout envie de continuer. Il n'a pas envie de fissionner, il n'a pas envie de fusionner. Il a envie de rester faible. Et à ce moment-là, l'étoile s'effondre complètement sur elle-même. Et il y a ce qu'on appelle une supernova. Et donc c'est la fin d'une étoile massive, où là on a un noyau de fer qui s'effondre sur lui-même. Mais tout ça c'est de la fusion. Hein. La fusion du Soleil c'est là, puis les grosses étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil, ça se passe comme ça. Voilà. Alors d'ailleurs j'ai un petit truc pour vous résumer et vous reposer pendant que... Ça va? Ça suffit toujours? Donc, c'est la fusion nucléaire qui fait briller les étoiles. Donc là je vous passe une petite animation où on voit quelque chose qui pourrait être la Voie lactée, hein, dans laquelle nous sommes avec le Soleil. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Donc on rentre dans un nuage de poussière, il y a des nuages de poussière où se forment les étoiles. Et donc on voit la Voie lactée par la tranche. Et puis on arrive dans un endroit où il y a des nuages de gaz et de poussière où se forment les étoiles. Les étoiles vont donc s'effondrer dans un nuage de poussière qui va s'effondrer sur lui-même. Voilà. Et donc on a des bébés étoiles qui naissent. Ça c'est une image qui a été faite dans l'infrarouge avec la caméra dont j'étais responsable d'ailleurs. Et puis les étoiles vont s'allumer. Autour d'un certain nombre de ces étoiles, il va y avoir de la poussière qui vont s'agglomérer. D'ailleurs, c'est à peu près, aujourd'hui, on le sait, autour de toutes les étoiles, sous forme d'un disque de poussière puisque l'étoile tourne. Et petit à petit, on va former des planètes pour notre système solaire et des exoplanètes pour les autres, qui vont donc tourner autour de l'étoile. Au bout d'un moment, la poussière va disparaître, on va avoir donc des planètes qui tournent autour de l'étoile. Et puis il y a un moment où cette étoile va avoir usé le carburant qui était en son cœur. C'est ce qui va arriver donc au Soleil dans 5 milliards d'années.
Et le Soleil, il terminera sa vie par ce qu'on appelle la phase géante rouge, et des étoiles beaucoup plus grosses. Là, on vient d'assister à la supernova, c'est-à-dire la fin d'une étoile très massive qui s'appelle une supernova. Ça, c'est la nébuleuse du Crab, qui est un reste de supernova qu'on a vu exploser en 1054. Ça, c'est une image d'aujourd'hui. Et puis, il reste des restes de supernova dans l'univers, donc d'étoiles qui ont explosé et qui ont fabriqué tous les éléments de la classification de Mendeleïev. Quand on dit qu'on est des poussières d'étoiles, c'est ça que ça veut dire. Donc les étoiles, elles fonctionnent à la fusion du début de leur vie à la fin. Et puis le cadavre qu'il y a, parfois c'est un objet très très dense, c'est tellement dense que c'est ce qu'on appelle un trou noir. Mais je reviendrai peut-être pour parler de ce sujet une autre fois. Voilà, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que la fusion est un phénomène naturel qui se produit partout dans l'univers, et c'est les étoiles qui fonctionnent avec cette réaction. Alors revenons à notre Soleil, qu'on aimerait bien imiter. Notre Soleil, il est constitué pour le moment de 70% d'hydrogène, 27% d'hélium. Donc il a encore du carburant, hein, parce que voilà. Alors lui, il fait 4 hydrogènes donnent un hélium avec cette jolie petite. Il fait pas ça en une seule fois. C'est pas 4 hydrogènes c'est pas 4 protons qui se donnent brancard au café du coin pour fusionner. Ça se passe 2 par 2, mais bon, c'est une réaction qui est un peu improbable, mais que lui fait tranquillement. Donc il fait 4 hydrogènes donnent hélium. Voilà. Ça se fait à 15 millions de degrés dans le cœur du Soleil. Dans la pression au cœur du Soleil, c'est 10 milliards d'atmosphères. D'accord ? Et le Soleil, il a une production de 4-10 puissance 26 watts. On peut faire des manips au sol, ça peut se faire avec des élèves. Voilà, on peut faire une extrapolation et des calculs avec des dispositifs très simples pour regarder un peu quelle est la puissance émise par le Soleil. Et il fait une masse de 10 puissance 30 kg. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous souveniez de tous ces chiffres. C'est juste pour vous dire qu'on peut calculer assez facilement l'efficacité énergétique du Soleil, qui est franchement pas terrible. Donc en gros, il perd 4 millions de tonnes par seconde d'hydrogène qui sont transformés en hélium. D'accord ? Donc il perd de l'énergie, et donc au passage, il perd de la masse, l'équivalent de masse en fait, 4 millions de tonnes par seconde. Et c'est ça qui permet de savoir que le Soleil a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années. Il est à peu près à la moitié de sa vie maintenant, et il en a encore pour 5 milliards d'années, donc on a un peu de temps devant nous avant que le Soleil s'éteigne, parce que là on sera vraiment... c'est pas pour tout de suite. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est super, on va faire comme le Soleil. On va faire dans un réacteur, 4 hydrogènes donnent un hélium. Le problème qui se pose, c'est que d'abord, le Soleil, il a bien confiné les particules pour qu'elles soient toutes ensemble au même endroit, qu'elles puissent se cogner et se coller. C'est inenvisageable en ce qui nous concerne de façon continue. La fusion en question, elle est très peu probable, parce que ce mécanisme-là, il est très difficile à faire, et donc l'efficacité est très faible. Au passage, si vous faites le calcul, c'est pour ça que je l'ai mis ici, de nombre de watts par kilo, et que vous faites une règle de 3, en gros, un morceau de Soleil qui fait 50 kg, ça dégage 10 milliwatts. Donc c'est pas terrible. Il gagne parce qu'il est énorme, mais la réaction, elle n'est pas efficace du tout. Une personne adulte qui dort génère quand même 100 watts. Hein. La chaleur humaine, c'est 100 watts par personne, en faisant rien. Même en réfléchissant beaucoup. Donc c'est pas très efficace, c'est pas du tout efficace le Soleil. Et on n'a en tout cas pas les moyens de faire cette réaction-là, nous, sur Terre. Alors par contre, il existe d'autres réactions d'éléments. Je vous ai parlé du deutérium, du tritium, hein, ne serait-ce que même de l'hélium à qui il manquerait un nucléon. Ça, c'est des atomes légers, des noyaux légers qu'on pourrait utiliser pour faire de la fusion. Et en fait, il y en a un qui se détache assez largement en termes de réactivité, c'est-à-dire de probabilité en fonction de la température. Donc ici, vous avez la température en milliards de degrés. Et là, vous avez l'efficacité de la fusion en question. Et vous voyez que ce qui tient la tête, c'est la fusion deutérium-tritium que j'ai représentée tout à l'heure. Simplement, le problème, c'est que cette fusion deutérium-tritium, il faut arriver à des températures de ce type-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à des températures de 150 millions de degrés pour que ça se passe. Donc si on veut faire de la fusion, on ne peut pas faire autrement que de tenter la fusion, non pas hydrogène-hydrogène, mais deutérium-tritium, deux isotopes de hydrogène, et il faut que ça soit à 150 millions de degrés pour que l'agitation des molécules, des atomes, des noyaux soit suffisante pour qu'ils puissent se cogner suffisamment souvent pour avoir une chance de rester collés, d'accord, et de fournir l'énergie qu'on attend. Ok? Ce mécanisme-là, il est clair? Donc si on vient ici, qu'est-ce qu'on va faire dans ITER?
et dans les réacteurs qui suivront peut-être un jour. On va faire la même chose avec deutérium-tritium, on fusionne, on récupère de l'hélium et un neutron. Donc en fait, on va faire ça, on va prendre 2 deutérium, qui fait 2 nucléons, du tritium, qui fait 3 nucléons, et donc 2 fois 2, enfin 2 et puis les 9 qui sont là, ben, on ne va pas obtenir les 28 MeV, on va obtenir que 17. Donc c'est un peu moins énergétique que la réaction du Soleil, mais on a la possibilité, en tout cas, de le faire avec des températures, toutefois, il faut quand même monter à 150 millions de soleils, alors que de degrés, alors que le Soleil il bosse à 15 millions. Donc il faut être 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil pour que la fusion deutérium-tritium puisse fonctionner. Au passage, le neutron qui est là, il part avec 80% de l'énergie du total, hein, parce qu'il y a 5, voilà. Donc il part avec 80% d'énergie, donc ça fait des neutrons qui sont voilà, quelque chose comme 13, quelque chose, disons 14 MeV. Donc ça fait des neutrons très énergétiques dont on aura l'occasion de reparler. Et tout ça à 150 millions de degrés. Voilà ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu copier les étoiles en se disant, voilà. Alors au passage, 150 millions de degrés, ça aussi il y en a beaucoup pour qui ce que je vais dire est une évidence. Mais je le répète, quand on monte la température d'un solide, ça commence à se disloquer un petit peu, puis à un moment ça se disloque tellement. Ça c'est ma petite animation, j'ai rien trouvé qui explique ça, donc je l'ai fait moi-même. Donc on finit par avoir un liquide, parce que voilà, et puis quand on chauffe encore le liquide, eh ben, on se retrouve avec ce qu'on appelle du gaz. Et puis si on chauffe encore, bon, on va avoir chaque noyau, chaque particule ici, chaque atome, qui va se transformer en particules positives et négatives. Donc les électrons vont vivre leur vie, les noyaux positifs vont vivre leur vie, et on va avoir ce qu'on appelle un plasma, qui est ce qu'on appelle parfois, on dit, le 4e état de la matière, qui a comme caractéristique d'avoir des ions positifs et des électrons qui vivent leur vie indépendamment. Mais au passage, ça veut dire que ce milieu, il est conducteur. Et heureusement pour nous, parce que sinon on serait coincé. Alors des plasmas dans notre vraie vie, on en a plein. Voilà, je vous montre un plat. Voilà. Hop. Vous allez bien vous voir ici, ce mec, lui. Voilà. Ça, c'est le nom de la plasma. Donc ça marche aussi là, c'est le plasma. Donc des plasmas, on en a pas mal dans notre vie. Hein. On a les grands éclairs qui sont là, hein, avec une différence de potentiel entre le sol et les nuages. Voilà, on a les aurores boréales, on a le plasma là, qui est autour du Soleil, qui est à 6000 degrés. On a 1 million de degrés dans les plasmas de géantes rouges, d'étoiles en fin de vie dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on est dans des milliers de degrés. Tout ce qui se passe, les tubes à néon, tout ça, c'est à l'intérieur, c'est du plasma. D'accord ? C'est un état où la matière est conductrice parce qu'on a séparé les parties positives, les noyaux positifs, des électrons qui sont négatifs. Alors, qu'est-ce que les étoiles nous apprennent là-dedans ? Que pour faire de la fusion, il faut, 1, avoir des éléments légers, 2, qu'il faut les chauffer jusqu'à un état de plasma, et 3, qu'il faut les confiner. Alors, qu'est-ce que font les étoiles ? Le Soleil, il confine de l'hydrogène à 15 millions de degrés, et ce qui lui sert pour confiner, c'est la gravitation. D'accord ? C'est ce qu'il fait. Nous, ce qu'on dit, ce qui sort de ce que je viens de raconter, c'est qu'on va prendre du deutérium et du tritium, qu'on va chauffer ça plutôt à 150 millions de degrés, et qu'on va utiliser, évidemment, on n'a pas les moyens de faire de la gravitation pour confiner la matière, on va faire ça avec de l'énergie magnétique, des systèmes magnétiques. Donc c'est ça qu'on veut faire avec les futurs réacteurs expérimentaux de fusion. Sachant qu'il y a une loi, peu importe, ça s'appelle le critère de Lawson, mais on s'en fout. L'allumage, c'est-à-dire l'ignition, le fait qu'un plasma s'allume et s'auto-entretienne, ça suppose un compromis entre la densité et le temps pendant lequel le plasma... Vous vous rendez bien compte que pour que les noyaux ou les protons, disons les noyaux, se collent, il faut, 1, que la température soit suffisamment haute pour qu'elle se colle plein de fois, parce que la probabilité de rester collée n'est pas énorme, d'accord ? Et deuxièmement, il faut que le temps pendant lequel le plasma existe, il faut qu'il soit le plus long possible. Il faut laisser le temps au plasma, il faut laisser le temps aux particules de se rencontrer. Donc il faut 1, de la température élevée, et 2, du temps de confinement, ce qu'on appelle. Il faut que le plasma existe pendant suffisamment longtemps pour que ça reste, pour qu'ils aient l'occasion de se rencontrer. Donc il y a un compromis à faire entre deux choses. Il faut qu'il y ait une bonne densité du plasma, parce que s'il y a
une particule une particule là et puis une dans l'amphi d'à côté avant qu'elles se rencontrent. Voilà, donc il faut confiner un maximum en termes de densité et il faut leur laisser le temps de se rencontrer. Alors, pour ce qui concerne le confinement par magnétisme, on ne peut pas avoir des densités très fortes. On est obligé d'avoir du gaz relativement léger, plutôt une sorte de bon vide à l'intérieur du réacteur qui est ici. Et donc, il va falloir faire vraiment des efforts pour rallonger le plus possible le temps nécessaire pour que la fusion s'allume. Et une fois que la fusion s'allume, on a chauffé. Ce qu'on espère, c'est que la fusion va s'allumer, va fonctionner suffisamment pour qu'elle s'auto-entretienne avec l'énergie qu'elle va avoir fabriquée. Voilà. Donc, en gros, bon, peu importe, les chiffres ont été fixés pour ITER. Il faut au moins 400 secondes. C'est une manip de physique, c'est pas un réacteur. Évidemment, quand tu as un réacteur, il pourra bien largement dépasser ce temps. Et puis, 10 puissance particules. Voilà. Alors, je vous ai mis une petite animation pour résumer ce que je viens de dire. Donc, je vous ai dit, là, ce sont des étoiles confinées, chauffées et alimentées en éléments légers. C'est les trois choses que font les étoiles, on sait comment elles font. Alors, nous, on veut confiner. Donc, on va utiliser, voilà. Alors, je vous ai dit que le plasma et les particules, voilà, elles s'agitent. Il faut les confiner dans une... il faut les contenir, en fait, dans un volume, de façon à ce qu'elles aient plus de chances de se rencontrer et de rester collées. Il faut les maintenir aussi dans un endroit pour que le plasma ne touche pas les parois. Ça, c'est fondamental. Et puis, il faut donc les isoler. Alors, comment on fait pour faire ça? Comme toutes ces particules sont sensibles au champ magnétique, si on met en place un champ magnétique, ici, on va avoir des particules qui vont suivre, spiraler autour des lignes de force du champ magnétique. Voilà, et on a donc fait une espèce de boîte où on a piégé des particules, elles ne touchent pas aux parois. Et l'idée, en fait, c'est de refermer voilà, de faire un tore, en fait, avec cette boîte magnétique, de façon à ce que les particules soient vraiment piégées dans un champ magnétique et qu'elles y restent. Au passage, ça produit un courant, puisqu'on a des particules en mouvement, donc évidemment, on a un courant électrique à l'intérieur qui va servir à autre chose dans quelques instants. Voilà, donc, on a des bobines. Alors, les bobines qui sont là s'appellent les bobines toroïdales. Celles-là s'appellent les bobines poloïdales. Et puis, il y a d'autres bobines qui permettent de contrôler la forme du champ. Et les champs, en fait, il est plutôt sous forme d'hélice. Voilà, alors on fabrique ce dispositif de façon un peu industrielle. Il faut des électroaimants pour s'occuper de ces particules et de confiner les particules dans le champ. Et les électroaimants, il faut que ce soit du câble supraconducteur parce qu'il faut obtenir des champs extrêmement importants pour arriver à bien confiner ces particules. Donc on va utiliser du câble supraconducteur. Au passage, je vais parler des défis tout à l'heure, mais je vous signale que là, les particules qui sont là, elles sont à 150 millions de degrés. D'accord ? Le câble supraconducteur qui est ici, c'est un câble qui, pour être supraconducteur, doit être refroidi à quelques degrés, donc à moins 270 degrés typiquement, pour qu'il soit supra. Les états supraconducteurs de la matière, c'est effectivement la résistance devient pratiquement nulle, la résistance électrique devient pratiquement nulle quand on baisse la température au-dessous d'une température critique. Donc on a des éléments supraconducteurs qui permettent de passer des millions d'ampères dans du câble. D'ailleurs j'en ai un petit morceau, d'ailleurs je vous le montre tout de suite, parce que comme vous ne le verrez pas même du fond, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça c'est du câble supraconducteur, et dans un câble comme ça, on passe autant d'ampères, si on veut, que dans un ensemble de fils de cuivre qui ferait 10 cm sur 10 cm en cuivre. Voilà, ça permet de passer. Simplement pour que ça marche, il faut mettre ça à moins 270 degrés. Voilà, donc ça fait partie des petits défis. On va avoir du moins 270 ici, on va avoir une paroi ici refroidie à 200 degrés, puis on va avoir 150 millions de degrés de l'autre côté, dans le plasma qui ne va pas toucher les parois. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut chauffer. Donc on a le toroïde ici, le tore avec les particules qui circulent dedans. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez faire chauffer votre tisane? Il y a plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez mettre un petit truc qui chauffe à l'intérieur, une résistance chauffante. On l'a, la résistance chauffante, parce que c'est le courant qui circule déjà dans le plasma et il chauffe un peu. Par contre, il ne peut pas chauffer au-delà de 100 millions de degrés. Alors, il faut faire deux autres choses.
Bah, quand on a de la tisane, on rajoute de l'eau chaude, si elle est un peu fadasse, un peu froide. Là, on rajoute en fait de la matière à très haute énergie, des particules neutres qui vont alimenter en plus le plasma. Et la troisième solution que vous faites avec la tisane, c'est si en désespoir de cause, vous le mettez au micro-ondes. Si vous n'arrivez toujours pas à ce que ça chauffe assez, et ben là, le plasma, on va aussi le passer au four micro-ondes. On va envoyer des ondes pour que les électrons et les protons qui tournent là-dedans soient à une énergie plus importante. C'est comme ça qu'on chauffe le plasma, avec trois techniques différentes, des conjointes en fait, hein, qui s'aident les unes les autres en quelque sorte. Et c'est dans ce genre d'engin qu'on va fabriquer ça, c'est-à-dire que le cœur du réacteur de fusion, bah, c'est un TOR justement, où on va avoir des antennes, de l'injection de matière, et puis le courant plasma qui va être généré par tous les aimants dont on vient de parler avant. Alors ça s'appelle un tokamak, Toroidal Naya Camera Magnitmi Katushkami, merci. Voilà, donc je vous le traduis, c'est chambre toroïdale à bobine magnétique. Donc c'est un principe c'est un mot russe, c'est pas par hasard que ça a été effectivement le point de départ. Il y a d'autres techniques, d'autres modes de fonctionnement qui sont actuellement à l'étude, notamment par fusion inertielle, etc. Mais pour le moment, ce qui a rassemblé suffisamment de personnes pour lancer cet énorme projet ITER, c'est de faire un tokamak. Alors des tokamaks, on en a plusieurs, on en a un en France déjà qui s'appelle TorSupra, qui a arrêté de fonctionner en tant que TorSupra en 2013 et qui est actuellement qui a une seconde vie puisqu'il a été modifié pour servir de banc de test en fait pour les matériaux d'ITER. Donc ça c'est le TorSupra de Cadarache, vous voyez le TOR à l'intérieur, vous voyez ici les antennes qui permettaient de chauffer le plasma. Bon, qui y sont toujours, hein, puisque maintenant il s'appelle West, mais bon, on est sur la même base. Par contre, on a changé la forme, donc ça se rapproche de celle qui a été choisie pour ITER. Donc le volume global de tout ça, c'est 25 mètres cubes. On a fait chauffer là-dedans des plasmas de deutérium. On n'a jamais fait de fusion dans TorSupra. On a fait chauffer du plasma avec des bobines Supra, 1,8 Kelvin, avec, vous voyez, de l'hélium superfluide. Voilà, ça vous donne une idée de... Et le courant plasma qui circule là-dedans, c'est 1 million d'ampères du plasma lui-même. Alors je vous montre à quoi ça ressemble le plasma en question. Voilà, c'est ça. Ça c'est une décharge qui va durer je ne sais pas combien de secondes, mais pas très longtemps. Voilà. Et donc le plasma, vous voyez que la difficulté c'est d'arriver à ce qu'il reste bien concentrique dans le TOR ici, et qu'il n'aille pas se mettre sur les parois. Et voilà, donc ça c'est un flash de plasma parmi d'autres. Alors je mentionne au passage quand même que en 2003, l'installation de TorSupra, et on a réussi à avoir une durée de confinement de plasma de 50 millions à 50 millions de degrés. C'est pas ça le record c'est 6 minutes 30. C'est-à-dire qu'actuellement, TorSupra a le record du monde et on pense que c'est ITER qui pourra battre ce record. Il n'y a pas d'autres installations. TorSupra a été conçu pour maintenir du plasma le plus longtemps possible. Tous les choix technologiques qui ont été faits, c'était dans ce sens-là. Mais donc, on arrive à faire 6 minutes 30. Je dis ça parce que quand on dit nucléaire, on dit ah ouais, on va récupérer des trucs, des déchets, des machins, on va pas savoir, ça va être... Et puis il y a la réaction en chaîne, et puis voilà. Il n'y a pas de réaction en chaîne avec le plasma. Il faut se battre beaucoup pour qu'il arrive à rester. Il n'a qu'une envie, c'est de se foutre sur les parois. Il peut être pollué par n'importe quel élément chimique qui se détache de la paroi. Il peut, voilà. Donc vous refroidissez, enfin vous avez une coupure de refroidissement, vous avez une coupure d'alimentation, vous avez une coupure de n'importe quoi. Le plasma il disparaît comme on vient de le voir sur cette image qui est là. Voilà. Donc n'empêche que on a su faire là-dedans un plasma à 50 millions de degrés, avec des flux qui sont arrivés sur les matériaux qui étaient de l'ordre de la vingtaine de mégawatts par mètre carré, c'est-à-dire à peu près ce qu'on récupérait à la surface du Soleil. Et ça a été fait grâce à des matériaux qui ont été choisis avec de l'acier d'un certain type évidemment, du carbone, des fibres de carbone, et puis des alliages du genre cuivre, chrome, zirconium, avec une boucle à eau pressurisée à 200 degrés, 4 barres qui circulaient là-dedans. Donc vous aviez effectivement les 50 millions de degrés ici, la paroi qui était à 200 degrés, et puis les aimants supra qui sont à moins 270, juste 1 mètre derrière. D'accord ? Donc technologiquement, c'est quelque chose qui est bien...
Ça a été fait, et ça a été bien fait, et donc le record du monde est là. La deuxième installation qui est intéressante, qui existe aujourd'hui et qui continue à fonctionner, c'est ce qu'on appelle le JET. C'est un peu plus gros, c'est pas tout à fait la même forme. Dans le JET, c'est un instrument européen qui est en Angleterre, à côté d'Oxford. Et donc là-dedans, on a réussi, enfin la communauté de la fusion a réussi à allumer un plasma avec du deutérium. Donc eux, ils se sont... Alors on demande au monsieur de sortir d'abord, hein, et puis ensuite on allume. Voilà. Et donc dans cette installation qui s'appelle le JET, ils ont eu leur premier plasma en 1983. Ils ont fait de la fusion deutérium-tritium, donc ce qu'on n'a pas fait à Torsupra en France, ça a été fait dans ce réacteur européen. On a mis du tritium dedans. Et le record du monde, cette fois-ci, c'est pas sur la durée de confinement, parce que là c'était de l'ordre de la seconde, c'est la puissance de fusion. C'est-à-dire qu'on a observé, on a allumé la fusion deutérium, tritium, donne hélium plus neutron, d'accord? Et pendant une toute petite période de l'ordre de la seconde, il y a eu 16 MW de fusion qui a été fournie au plasma. Donc ça a fabriqué de l'énergie. Le problème, c'est que pour obtenir le plasma qui était dedans, on avait utilisé 25 MW pour le chauffer, d'accord? Donc c'est un bel exercice, voilà. Sauf que bah, il faut quand même, et on a un rendement inférieur à 1. Voilà. Alors le troisième épisode, il faut alimenter en deutérium-tritium. Deutérium-tritium, je vous ai monté tout à l'heure, ça fait de l'hélium et des neutrons. Le deutérium, ça se trouve dans l'eau de mer notamment. Hein. Il y a un atome, sur 6700 atomes d'hydrogène, il y a un atome de deutérium. Il est plus lourd, on sait le trier, on sait le sortir. Il y en a 33 grammes par tonne d'eau de mer, ça fait des milliards d'années de stock de deutérium dans les océans. Et ça ne peut avoir aucun impact puisque chimiquement, le deutérium, c'est de l'hydrogène. D'accord? Donc le deutérium, c'est réglé. C'est un peu plus compliqué pour le tritium, puisque c'est un élément qui est radioactif, il est parfaitement artificiel, en fait. Sa demi-vie est de 12 ans, donc ça veut dire qu'au bout de 12 ans par radioactivité. Et on produit quelques kilos par an. Bon, il y a des dizaines de kilos de tritium qui sont utilisés, notamment dans le cadre des armes. Mais bon, voilà. Et ça ne va pas suffire. On va pas avec ça, avec des kilos, etc., alimenter un nombre incroyable de réacteurs, et certainement même pas ITER. Donc il faut faire quelque chose dans ITER, qui sont des modules qui vont fabriquer le tritium à l'intérieur du réacteur. Alors ça, on sait le faire, hein, c'est comme ça qu'on le fabrique actuellement, à partir du troisième élément que j'avais mis ici tout à l'heure dans Mendeleïev, le lithium. Il y a 2 grammes par tonne de sel marin, donc là aussi, on a des millions d'années de lithium potentiel pour faire, pour faire ça. Pour bombarder du lithium avec des neutrons, ça fabrique de l'hélium et du tritium, et vous voyez que la nature a le bon goût de nous faire, voilà. Donc, le neutron qui sort de cette réaction-là, donc vous mettez un peu de tritium au démarrage, vous allumez ça, les neutrons qui sortent, vous les faites bombarder une cible de lithium, ça fabrique de l'hélium et ça fait du tritium, et donc ce tritium, il revient là-haut, et vous avez une réaction bouclée qui vous permet de faire de l'énergie avec du deutérium et du lithium. Ça, c'est dans l'eau de mer, ça, c'est dans la croûte terrestre, et vous fabriquez de l'hélium à la fin. Et vous fabriquez votre tritium à l'intérieur du réacteur. Ça, c'est ce que tout le monde espère arriver à faire. Il y a en gros le lithium-6, c'est 7% du lithium naturel qu'il y a dans la croûte terrestre. Donc ça serait assez sympathique. Et ça serait assez sympathique parce que ça veut dire qu'il faut alimenter en deutérium le plasma qui est ici. Il faut fabriquer du tritium avec des couches de lithium ici qui sont bombardées par les neutrons. Ça chauffe. Et puis après, c'est comme toutes les centrales, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon ou de la fission nucléaire, on fait chauffer des trucs, ça fait tourner des turbo-alternateurs et ça fabrique de l'électricité. Donc le principe d'un réacteur de fusion, c'est ça. Alors, puisque le principe, maintenant vous savez tout, vous pourriez pratiquement faire une maquette du réacteur. Non mais c'est bon, ça va là, vous suivez toujours? J'en ai pas trop perdu en route? Non? Voilà, donc ça c'est un schéma qui représente ITER, donc vous allez reconnaître les différents morceaux dont j'ai parlé. Voilà le bâtiment du Tokamak ITER, alors ça fait 60 mètres de haut le bâtiment, hein. Ça va peser 23 000 tonnes. Et donc on va obtenir ici, voilà, donc ici, dans cette zone, dans le TOR, parce que c'est exactement ça, hein, c'est une coupe, donc dans le TOR qui est ici,
on va avoir donc un plasma à 150 millions de degrés de thallium-tritium avec une pression extrêmement faible. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas confiner magnétiquement quelque chose de très dense. Donc c'est 10-6 atmosphères. C'est-à-dire qu'essentiellement c'est du bon vide. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques grammes de tritium dans le réacteur. Voilà, pour faire... Alors vous avez des aimants qui se colorent en bleu, là. Vous avez les aimants toroïdaux dont j'ai parlé. Il y a les éléments poloïdaux qui sont ceux qui sont comme ça. Et il y a le sélénoïde qui est en plein milieu. Tout ça donc est là pour confiner le plasma à l'intérieur du tore sans qu'il touche les parois. Donc là, je vous passe les chiffres sont déments. C'est pas pour que vous vous souveniez de ça. Voilà, c'est 100 000 km de câble. Voilà, nobium éteint, c'est le supraconducteur qui va fonctionner à 4 Kelvin. 18 bobines toroïdales à fabriquer, les 6 bobines poloïdales qui sont comme ça. Voilà, et il faut que tout ça résiste à 6000 tonnes en fait, parce qu'il va y avoir des forces. Voilà. Ça fait 6000 tonnes, c'est 5 Ariane 5 de poussée au décollage, donc c'est assez mécaniquement, voilà. Il y a une chambre à vide à l'intérieur duquel se trouve le plasma. Donc là, il va y avoir, elle fait 14 000 m3. Et on vise 840 m3 de plasma. Je vous ai dit 25 m3 tout à l'heure pour Tor Supra, donc vous voyez, on change complètement d'échelle. Il va y avoir une double paroi en acier, il va y avoir de l'eau qui va circuler pour obtenir une paroi à 200 degrés comme sur Tor Supra. Et puis il y a des traversées partout, puisqu'il va falloir évidemment avoir des télémanipulateurs pour être capable d'échanger éventuellement des pièces à l'intérieur. Et puis il y a tout ce qui est chauffage, les systèmes de vie, diagnostic, etc. Vous avez une couverture à l'intérieur de cette zone qui va être donc la protection contre les neutrons, dans un premier temps, constituée des matériaux, voilà, du beryllium et puis l'alliage dont je vous ai parlé tout à l'heure pour Tor Supra. Donc c'est des modules qui vont être positionnés à l'intérieur, sachant qu'un jour, évidemment, dans ces modules-là, il faudra rajouter des modules qui fabriqueront le tritium en interne. Ça ne fait pas partie de la version actuelle d'ITER, c'est dans une phase ultérieure. Et puis là, il y a le divertor, qui est l'endroit où toutes les impuretés qui vont partir vont être extraites en fait. Ça c'est du tungstène, c'est là où ça va le plus chauffer, on va avoir les 20 MW par mètre carré ici, dans cette zone-là, donc ça c'est du tungstène. Et c'est ce genre de pièces en tungstène qui vont être testées notamment dans l'installation de Tor Supra dont je parlais tout à l'heure, modifiée, qui s'appelle maintenant West. Et puis autour, il faut un grand cryostat qui va maintenir tout ce petit monde à 80 degrés Kelvin, donc à moins 270, moins 190 degrés. Voilà, donc le cryostat qui va faire 3800 tonnes d'acier, et tout ça à 80 degrés Kelvin. Donc ça, vous reconnaissez les différents morceaux dont j'ai parlé pour ITER. Voilà, je vous mets toutes les couleurs, et vous savez à peu près à quoi ça va ressembler. Alors les avantages, j'en ai parlé, mais je le redis. Cette énergie, potentiellement, elle est abondante, elle est efficiente, c'est de la fusion, je vous en ai parlé, elle est pérenne parce qu'on a des millions d'années pour récupérer les combustibles en quelque sorte. Voilà, donc on a les 20 grammes dont je parlais tout à l'heure, c'est 10 grammes de deutérium, 10 grammes de lithium pour une vie, des réserves qui sont en plus réparties sur le globe, un faible impact environnemental. Alors les combustibles de thallium-lithium c'est stable, la cendre c'est de l'hélium, c'est un gaz chimiquement inerte, dans la colonne de droite du tableau de Mendeleïev. Il n'y a pas de gaz à effet de serre, ni de pollution particulière, gaz, SO2, oxyde d'azote, etc. Et les déchets radioactifs, ITER est fait ça fait partie du cahier des charges, que les matériaux qui sont utilisés, qui vont être bombardés par les neutrons, par le fameux neutron qui se barre là, quand il y a hélium plus neutron, ils vont être activés effectivement, il faut que ce soit des déchets à courte durée de vie. C'est-à-dire typiquement de la centaine d'années. Des choses qu'on pourrait installer au dépôt de déchets radioactifs de Soulaine dans l'Yonne. Au bout de 300 ans, les objets sont moins radioactifs que la radioactivité naturelle. On n'est pas sur des millions d'années ou des centaines de milliers d'années comme les déchets qui sortent de la filière uranium fission. Et puis le troisième impact, c'est qu'elle est intrinsèquement sûre. Je vous ai dit qu'il y avait quelques grammes de combustible dans 1000 m3, que la fusion, elle n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter quoi qu'il se passe. Le moindre incident qui se passe, de toute façon, ça s'arrête. C'est pas un miracle, j'allais dire le miracle, mais c'est pas un miracle, c'est de la physique. Mais ça fait de temps en temps penser à un miracle, c'est qu'on arrive effectivement à maintenir que ça se passe bien. Il n'y a pas de réaction en chaîne, je vous en ai parlé. La diffusion du tritium, elle est contrôlée quand même par 3 enceintes. Et tout ce qui est étude qui a été faite sur des accidents graves du genre rupture de confinement, en fait, on n'a même pas besoin d'évacuer la population aux alentours du réacteur, puisqu'on est à des niveaux qui sont inférieurs au niveau de radioactivité naturelle, vu qu'il y a 2 grammes de tritium
dans le réacteur. Et puis il n'y a pas de prolifération possible en termes d'armes, parce qu'il n'y a pas de matériaux fissiles à l'intérieur. Donc ça présente un certain nombre d'avantages, et ça vous explique pourquoi il y a autant de gens dans le monde qui se sont mis d'accord pour faire ça. C'est une construction humanitaire aussi, ce qui est important au passage. Donc je vous mets 2 slides sur l'histoire. Je vous ai dit que ça avait commencé sur le confinement aux États-Unis. Bon, création du Ratom, c'est pour l'Europe, mais le premier tokamak fabriqué, c'est à l'Institut Kourtchatov. Ils ont atteint dans ce tokamak, vous voyez l'installation, il n'y a pas un personnage, mais bon, ça fait à peu près cette taille-là. Ils ont atteint un plasma de 3 millions de degrés dans cette installation-là, donc en 1968, avec un tokamak, exactement le principe dont on a parlé juste avant. Dans notre histoire française, il y a une installation française qui s'appelle le TFR. C'est pas très original, c'est le tokamak de Fontenay-aux-Roses. Vous voyez, c'est bon. Au centre CEA de Fontenay, qui a obtenu 10 millions de degrés quand même, pendant 0,1 seconde, en 1973, c'était une grande étape. Et puis je vous ai parlé de Torsupra à Cadarache, donc on était dans les 50 millions de degrés, et donc on a le record du monde de la durée de confinement, donc 88 à Cadarache. Alors dans ce contexte-là, en novembre 85, il y a des grands personnages, Gorbatchev, Reagan et Mitterrand, qui n'est pas sur la photo mais vous le connaissez, les autres aussi d'ailleurs. C'était une proposition soviétique initialement de construire un tokamak sur une base internationale. Et donc les gens ont fait un premier run de conception, et tout de suite il y a l'Union soviétique, l'Union européenne. Alors la France, c'est devenu l'Union européenne en l'occurrence, qui s'est impliquée là-dedans, les États-Unis, et puis le Japon. Et ils ont commencé à faire des études de conception d'un réacteur qui permettait l'ignition. Voilà. Et dans les années 92-2001, on a dû redéfinir des objectifs techniques qui sont ceux d'aujourd'hui, et diviser le coût du projet par 2, parce que provisoirement, les États-Unis se sont retirés de ce projet mondial dans cette période-là. Mais bon, ils sont revenus après. Donc le chemin de la fusion, je vais poursuivre le chemin juste le slide d'après, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, en gros, on a Torsupra, on avait 25 mètres cubes, on a chauffé 15 mégawatts, on n'a jamais récupéré de puissance de fusion, puisqu'on ne l'a jamais allumé, on n'a jamais mis de tritium dedans, mais on a 6 minutes et demie de durée de confinement. Le jet, je vous ai dit qu'on avait mis 23 mégawatts pour chauffer, pour récupérer 16 mégawatts de fusion sur une durée très courte, avec un volume de 80 mètres cubes. Donc là, on a un rendement, c'est sympa de dire 1 en fait, il est de 0,7. On est au-dessous de 1. Et donc il a fallu définir ITER sur, voilà, ça c'est une courbe qui montre en fait tous les tokamaks qui existent dans le monde. Il y en a une bonne 150 ou 200, des tokamaks qui existent dans différents pays, des gens qui font de la recherche de physique des plasmas, des scientifiques. Et ça c'est quelque chose comme c'est des performances, par exemple la durée de confinement en fonction de la taille. Et on s'aperçoit que plus les tokamaks sont gros, plus on a des performances élevées. Plus mieux ça marche, c'est-à-dire plus on arrive à confiner le plasma longtemps, plus on a d'efficacité. Et donc ITER a été calculé pour être sur cette courbe. Alors je dois vous dire une chose, c'est que cette courbe-là, dans une échelle log-log, elle est empirique. Il n'y a pas de simulation extrêmement possible, c'est trop complexe pour qu'on fasse la simulation complète. Et donc l'idée c'est, il faut faire plus gros que le jet, et il faut faire plus gros de temps, parce que cette loi se poursuit ici. Voilà. Donc le choix des paramètres d'ITER aujourd'hui a été fait sur la base de la poursuite en fait de ces lois de la physique accumulées sur des dizaines et des centaines de cas de tokamaks existants. Et donc ITER aujourd'hui, c'est un volume de plasma de 840 mètres cubes, donc 10 fois plus gros que le jet en termes de quantité. Avec une puissance de chauffage de 50 MW, on espère récupérer 500 MW de puissance de fusion. Et on espère le faire pendant quelques minutes, puisque tout le monde espère que ITER va battre le record de temps de confinement de plasma de Torsupra. Donc ça fait un gain de 10, un facteur 10 en fait. Alors vous voyez la taille de la personne à côté. Donc le chemin de la fusion, c'est celui-là. Et au-delà d'ITER, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez la taille de Torsupra, ça c'est la section du TOR, la section du TOR de Torsupra, de jet et d'ITER. Donc on fait effectivement de plus en plus gros pour obtenir des performances qui permettent l'ignition, qui permettent d'accumuler suffisamment d'énergie dans le réacteur pour pouvoir avoir la fusion qui s'auto-entretient. C'est-à-dire une partie de ce qui est produit permet de chauffer le plasma et de continuer.
Voilà, c'est là le but. Et donc l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle pour le moment démo, qui serait donc un prototype industriel, ce qui n'est pas ITER. ITER est une manip de physique. Démo, ça serait un prototype industriel qui ferait de l'électricité, avec un gain qu'il faudrait plutôt encore multiplier par 4 ou 5 pour tenir compte de tous les rendements et les pertes en ligne avant d'arriver vraiment à fabriquer des kilowatts électriques. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On en est, faudra aussi regarder sur démo le coût du kilowatt de fusion. Il faudra qu'il soit compétitif par rapport à je ne sais pas quoi d'ailleurs à l'époque, parce que je ne sais pas où, mais bon, par rapport au kilowatt aujourd'hui par exemple, ça serait intéressant de comparer. Mais ça, c'est pas du tout le but de ITER. ITER essaye de faire de démontrer la faisabilité technique et scientifique. Et donc ces pays, ils ont commencé à négocier le fameux projet dont je parlais tout à l'heure. Donc de 2001 à 2005, on a dit ok, on a fait un design. On a fait un design avec ce que j'ai dit là, c'est-à-dire 50 MW, 500 MW. Et puis il y a eu des réunions successives des partenaires. Donc il y a des sites qui se sont portés candidats pour accueillir sur donc un site japonais, un site espagnol, un site français. Tout ça pour l'Europe, évidemment, ces deux-là. En 2003, les États-Unis ont dit « Ah, finalement, on revient ». Non, j'étais gouré, là. On revient jouer avec vous. La Chine a fait part de son intention de participer. En juin 2003, la Corée du Sud s'est joint au club. En novembre 2003, Cadarache a été choisi comme site européen dans la dernière phase entre Cadarache et le site espagnol. Donc Cadarache à côté de Dax, où je parlais tout à l'heure. La réunion du 28 juin 2005, c'était un grand moment parce qu'on n'avait pas eu la Coupe du Monde de foot, je vous rappelle. Mais on avait eu le site ITER, ce dont la plupart des gens l'ignoraient. Voilà. Donc l'ensemble des partenaires se sont mis d'accord sur le site de Cadarache à ce moment-là. Et à cette époque-là, on considérait que la construction, les gens étaient extrêmement optimistes. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs qui avaient été consultés sur les défis technologiques de cette affaire. Allez, on va mettre 10 ans, on met 5 milliards d'euros, et puis 20 ans et la même chose pour l'exploitation derrière, ça fait un chiffre rond, tout ça c'est très bien pour les diplomates. Donc tout le monde était parti là-dessus, avec une répartition du coût qui était 10% par partenaire et 50% pour l'Europe, puisqu'elle accueille et qu'elle va avoir évidemment des retours industriels sur son territoire, etc. etc. Donc celui qui accueille paye plus que les autres. Là-dedans, la France paye 20% des 50%, voilà, avec une participation évidemment de l'État et des collectivités territoriales locales. Donc ça, c'était 2005. En juillet 2005, l'un me dit « Moi aussi, je veux en être. » D'accord ? Donc, on leur dit « Ok, vous paierez 10%. » Donc ça ne vous échappe pas qu'on en est à 110% de financement, là. Ça devient... Bon, mais c'est pas grave, parce que on trouvera le moyen de dépenser les 10% de plus. Et donc, on a signature de l'accord. Alors, il faut savoir que ITER, c'est un traité international, hein, signé par ses grands partenaires. C'est un traité. C'est pas une entreprise, c'est pas un laboratoire, c'est un traité international signé donc, du temps de Jacques Chirac en 2006. L'accord a été paraphé à Bruxelles et signé le 21 novembre à Paris en présence du président de la République. Et là, il y a eu pendant une bonne période quelques flous artistiques sur il y a beaucoup de réévaluations, les gens se sont dit non, on ne va pas s'en sortir. Et donc finalement en 2010, après des réévaluations, la construction durait 13 ans, coûtait 15 milliards d'euros, avec un partage des tâches qui est plus raisonnable quand même, c'est-à-dire que 9% sauf pour l'Europe qui fait 46%. Voilà, ça c'était 2010. Et puis, il s'est avéré que les choses n'étaient pas aussi simples, et que faire fonctionner 35 pays ensemble pour faire un instrument de cette taille, avec ces difficultés technologiques, finalement, les plannings qui avaient été faits, en fait, ce qui s'est passé, bon, moi j'ai été donc chef de projet, j'ai fait partie, je vous disais, de ce groupe de travail du CEA pour faire des recommandations à notre direction générale. Il se trouve que notre direction générale, à l'époque, M. Bernard Bigot, était haut commissaire du CEA et c'est à lui qu'on faisait les recommandations. Il est maintenant directeur général d'ITER. Après, bon, voilà. Et donc, on lui a fait des recommandations et on s'était réunis un groupe de chefs de projet et on avait dit que les organisations qui circulaient dans la communauté de la fusion sur la façon de s'organiser pour ce projet
était pas raisonnable en termes de pilotage de projet. Et que, voilà, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et ce qui se passe effectivement aujourd'hui, c'est que chaque partenaire a dit, moi je prends à ma charge ça, je prends à ma charge ces aimants, je prends à ma charge ces convertisseurs, etc. Je prends à ma charge la fourniture de câbles supra, voilà, d'accord? Et donc ça s'est passé par partenaire et pas forcément par sous-ensemble piloté par un chef de projet, donc on avait recommandé que ce soit pas comme ça, mais en fait, pour en avoir discuté avec Bernard Bigot, il dit qu'en fait, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire que chaque domestic agency, comme ils disent, donc il y a une agence par partenaire ici, c'est plutôt piloté dans les pays par des diplomates et voilà, et organismes de recherche et industriels derrière évidemment, ça n'aurait pas marché parce que chacun de ces pays a l'espoir que la fusion fonctionne et chacun de ces pays, assez logiquement, veut préparer ses propres industriels et ses propres laboratoires pour éventuellement la fabrication un jour. Il faut acquérir la compétence. Il y a des tas de métiers à développer autour de ça. Et donc il faut former les gens, il faut former les industriels, il faut développer des nouvelles techniques. Et donc chaque pays veut avoir, veut mettre en place dans son pays, ce qu'il faut. Et donc là, le dernier chiffrage, c'est en 2018, le chiffrage il est passé maintenant à 20 milliards d'euros. Au passage, de mémoire, l'Airbus 380 en investissement, c'est 15 milliards d'euros. On est dans une on est dans une gamme de prix en quelque sorte qui correspond à des gros investissements. Et ça, c'est quand même une installation mondiale, un projet mondial qui va permettre de savoir si oui ou non on peut compter sur la fusion pour fabriquer de l'énergie avec tous les avantages que ça présente dans les siècles, dans les décennies d'abord et dans les siècles futurs. Voilà, donc actuellement, voilà, les principaux défis. Aujourd'hui, les défis majeurs, c'est des défis de fabrication de pièces qui font des centaines de tonnes. Donc on est plutôt dans des tailles de pièces qui sont des choses qu'on voit plutôt sur les chantiers navals, et il faut les aligner à des précisions du dixième de millimètre, du demi-millimètre ou du millimètre. Donc technologiquement, il y a beaucoup de métrologie, il faut faire énormément de tests, il faut regarder chaque pièce, il faut la mesurer dans tous les sens. S'il y a une pièce qui n'est pas tout à fait conforme, elle retourne, etc. Ça prend du temps. Mais il faut que ce soit parfait, parce qu'on est vraiment à des limites en termes de performance, on ne peut pas se permettre de bricoler, en gros. Et puis il va falloir intégrer, assembler des millions de pièces qui viennent de 35 pays différents. Parce que tous les pays se sont partagés les choses à faire. Il y a 250 000 activités planifiées dans le planning, il y a 40 personnes qui s'occupent du planning. Donc je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont piloté un projet, mais une équipe de 40 planificateurs pour suivre ce qui se passe, c'est quand même assez grandiose. Il y a 3000 personnes sur le site, 500 entreprises sur le chantier, 850 scientifiques qui sont dans l'équipe projet, si on peut dire, et 2000 dans le monde, répartis dans les différents pays contributeurs. Voilà, donc ça c'est le bâtiment Tokamak tel qu'il existe aujourd'hui. Et vous voyez ici une réunion de l'équipe de projet en octobre 2017 pour le 10e anniversaire de l'organisation ITER. J'ai mis quelques membres de l'équipe projet. J'exagère, je pense qu'ils étaient quand même à peu près tous là. Voilà. Avec Bernard Bigot qui est évidemment ici au premier rang et qui est donc le directeur général depuis quelques années maintenant de cette énorme entreprise scientifico-industrielle qui est à la pointe de la technologie. Alors la France a pris en charge en tant que pays hôte un certain nombre de choses, des choses toutes bêtes mais qui font partie du projet, qu'il faut financer. Par exemple faire une école internationale, parce qu'on reçoit des gens du monde entier. Donc il existe aujourd'hui une école internationale bilingue, de la maternelle au lycée, depuis 2007, où on parle 10 langues, et tous les cours sont en 2 langues, français et une des 10 langues. Voilà, ça se passe à Manos, il y a 800 élèves et 41 nationalités. Donc l'architecture avait été confiée à M. Rudy Ricciotti. Voilà. Et donc il y a des enfants de 41 nationalités. J'ai trouvé cette photo qui est assez sympa avec tous ces enfants qui apprennent la vie avec des enfants qui viennent d'autres pays. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a l'ensemble des universités françaises se sont fédérés, enfin l'ensemble, 12 établissements universitaires français se sont fédérés autour d'un Master 2 Sciences de la fusion et des plasmas, parce qu'il y a des tas de métiers à développer autour des métiers de toutes sortes. Hein. Il y a des scientifiques qui font la conception, mais il y a des métiers d'ingénieurs dans plein de domaines,
Vous voyez un peu tous les domaines qui sont abordés en termes de mécanique, de résistance des matériaux, de chimie, de corrosion, enfin, donc, toutes sortes de choses qu'on peut voir, les supras, les aimants, enfin, on cherche des performances ultimes en fait pour chacun des domaines. Et donc là, c'est un stage d'élèves de Master 2 qui sont en visite sur le stage, sur le site. Alors il a fallu aussi que la France prenne en charge dans ces 20% l'aménagement d'itinéraires, parce que toutes les pièces qui vont arriver du monde entier, ben, il a fallu la route qui longe la Durance pour aller au site de Cadarache, il a fallu partout faire doubler la chaussée pour que les convois puissent passer. Donc en fait, tous les convois qui viennent du monde entier arrivent dans l'étang de Berre, par Martigues, ils déchargent ici, Berre-l'étang, et donc il y a un circuit qui a été conçu pour arriver jusqu'à Cadarache. Il a fallu faire aménager dans le port de l'étang de Berre, il a fallu... voilà, il y a 104 km en fait qui ont été aménagés de routes spécifiques réservées aux convois ITER, 19 giratoires, 26 ponts, 4 traversées d'autoroute, 35 km de route qui ont été élargies pour faire passer 230 convois. Il y en a 70 à ma connaissance qui sont passés, des lots en fait. Des objets qui font jusqu'à 800 tonnes, qui peuvent faire 10 mètres de hauteur, 33 mètres de long, 9 mètres de large. Vous voyez que c'est des convois très exceptionnels. Donc voilà. Et donc un dispositif particulier a été développé par l'entreprise Daher avec, vous voyez, le nombre de roues qui sont ici. Et donc ce dispositif a été testé en 2013 sur le vrai circuit avec, voilà, avec une charge qui correspond en termes d'encombrement et en termes de masse pour voir si tout se passait bien. Alors c'est un objet qui, voilà, donc ça c'est le départ de l'étang de Berre avec des parpaings en fait, hein, pas du vrai matériel. Ça s'est passé en septembre 2013. Donc voilà, et puis alors en général il y a beaucoup de monde qui vient voir, notamment le soir, avec les... Et puis on se balade, voilà, donc ça c'est un truc qui s'est passé le matin de très bonne heure a priori. En général ça se passe de nuit, ça roule à 4-5 km/h, donc ça met 2-3 jours pour venir de l'étang de Berre, et en général il y a quelques paquets de gendarmes pour permettre le passage. Évidemment, le premier convoi a eu lieu en janvier 2015, et le dernier, là j'ai regardé, c'est le 26e, c'était 4 transformateurs électriques de 128 tonnes qui venaient de Chine, qui sont passés en mars 2019. Donc ça c'est très récent. Et donc le partage de tous les pays, voilà, ils se sont répartis les fabrications des sous-ensembles du tokamak, les bobines, les alimentations, l'injection de particules neutres pour chauffer le plasma, système de refroidissement, donc vous reconnaissez les petits drapeaux ici, tout le monde s'est partagé là-dessus. Et il y a deux fabrications qui sont même faites sur le site parce que les objets sont trop colossaux en termes de taille pour pouvoir être emmenés même avec ces moyens dont je viens de parler. Donc c'est le cryostat et les bobines de champ colloïdal. Donc voilà, donc par exemple le cryostat c'est les Indiens, donc ça c'est les billes en quelque sorte, les lingots d'acier qui vont être utilisés, qui sortent de fabrication en fait pour faire les pièces du cryostat. Mis sur le bateau, là, 190 tonnes, 7 segments sur les 54 nécessaires dans le port de Hazira en Inde, qui arrivent à Martigues, voilà, qui arrivent dans le hall sur le site, en pièces comme ça, pour un assemblage. On vérifie toutes les pièces une par une, elles sont toutes remesurées évidemment pour être sûr qu'elles sont dans les tolérances. Ça demande beaucoup de... Ça c'est l'exercice de métrologie, et donc c'est soudé dans un bâtiment d'assemblage à ITER. Et donc là, il y a eu un grand jalon important qui a été passé le 14 mars dernier. C'est la fin de la première phase de la fabrication du cryostat. Donc c'est ce morceau-là du cryostat qui est ici dans ce hall d'assemblage. Et donc ça, c'est des ingénieurs, ouvriers, techniciens indiens qui sont sur le site et qui ont fabriqué ce morceau de cryostat. Donc c'est pour vous montrer que les choses avancent, c'est pas du papier, c'est pas du baratin, c'est voilà, c'est vraiment, il y a des usines en fait sur le site d'ITER. Et ce cryostat-là, ça sera la plus grande enceinte à vide qui sera jamais réalisée. Donc vous comprenez le soin que les gens mettent à obtenir les performances qui sont spécifiées pour les besoins. Et autre chose qui est intéressante sur le site, c'est les éléments poloïdaux, dont je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a le toroïde dedans, mais ça c'est les grands aimants qui sont circulaires, qui font 17 mètres pour celui-là et 24 mètres. Celui-là, ces deux petits-là, ils vont être fournis par les Russes directement, mais le 17 mètres et le 24 mètres, on a fabriqué un hall, on a monté un hall ici en 2011 de 260 mètres de long pour fabriquer ces éléments avec des ponts roulants qui vont pouvoir soulever des centaines, des dizaines de tonnes.
Voilà, donc on commence à bobiner les galettes à l'intérieur. On commence à redresser le câble. Alors le câble, il a été envoyé par les Russes et par les Chinois. Du câble Supra, c'est pas le petit fil que je vous ai montré là, c'est du câble comme ça qui est dans une boîte en inox. Et c'est donc, c'est pas un câble qu'on tord comme ça. Donc là, les gens qui sont là, ils sont juste en train de sortir de cette bobine qui se déroule du câble, qui est en fait quelque chose qui a une section comme ça, quoi. Donc c'est redressé. Et donc ce grand hall qui était vide, aujourd'hui, il est plein d'installations où on assemble, on imprègne, on bobine. Ça, c'est une bobine, il y a 5 niveaux qui ont été tests, hein, parce que ces objets-là vont se retrouver dans des températures cryogéniques, il faut les tester une par une et ne rien laisser passer qui ne soit pas conforme à ce qui est attendu pour les performances globales. Donc voilà ce hall qui est actuellement une usine à fabriquer des bobines poloïdales pour ITER, et il faut à peu près 18 mois de fabrication par bobine. Donc voilà, c'est un chantier. Voyez. Alors quand on commence à faire des vrais plannings un peu précis sur ce genre de tâches, évidemment, quand on dit « Oh tiens, on mettra bien 2-3 ans pour faire ça », non, on travaille avec les ingénieurs et puis on fait des plannings réalistes, on intègre des tests, les vérifications, la métrologie, et c'est comme ça qu'on arrive à prendre effectivement à avoir des délais qui sont plus longs que ce qui était prévu. Donc je vous montre juste pour finir quelques clichés du site. Ça c'est le cliché de... Voilà, c'est la direction ouest-sud-ouest. Là, il y a le CEA Cadarache. Là, il y a la retenue d'eau qui est sur la Durance, le barrage EDF. Et ça, c'est la route de Vinon-sur-Verdon, pour ceux qui connaissent, avec Gréoux-les-Bains, qui est quelque part par là, à 8 km derrière nous. Donc ça, c'est la zone qui a été choisie par la France pour mettre à disposition. Et en 2007, c'est encore l'agence ITER France, donc dans le cadre des travaux spécifiquement pris en charge par la France, qui a pris en charge le défrichement, le nivellement, la clôture, les réseaux d'eau, l'arrivée d'électricité 400 kV. Et après la phase expérimentale d'ITER, parce que c'est une manip qui se terminera un jour, la France va aussi s'occuper du démantèlement et de la restitution du site. Ça fait partie de l'OBOL, enfin de la contribution de la France au projet ITER, dans les 20% qui sont prévus. Voilà, donc là je vous montre quelques images. En octobre 2007, les travaux de déboisement et de nivellement ont commencé. Là on est en juillet 2008. Alors si vous avez l'occasion d'aller dans le coin et que vous vous intéressez à ça, allez visiter ITER. Il y a des visites qui sont organisées. Il y a un site internet qui est remarquablement fait, avec toutes les informations, et vous pouvez vous inscrire pour faire des visites. Voilà la plateforme en août 2009. Vous voyez que là il y a un trou, c'est l'endroit où il y aura un jour le cryostat. Ça c'est le bâtiment de la direction, et ça c'est le bâtiment d'assemblage de fabrication des aimants poloïdaux dont je viens de vous parler. Une des choses qui ont été faites tout de suite, évidemment, c'est l'arrivée de l'électricité là-bas. Voilà, donc là on est en train de... En 2013, donc ce bâtiment où il y a les aimants qui sont fabriqués, là on est en train de fabriquer le bâtiment à l'époque de l'assemblage du cryostat, dans lequel je viens de vous montrer les Indiens qui ont terminé la première virole en quelque sorte du cryostat. Voilà, donc ça c'est en... Quoi, il n'y a pas? Ah si, avril 2014, donc ça progresse. Là il y a des choses qui se font, là il y a des bâtiments qui sont... Là il y a plein de travaux. Et là, on commence à monter le hall qui sera le hall du cryostat. Là, le bâtiment cryostat, il est terminé. Ça, c'est le hall du tokamak. Là, c'est le trou dans lequel il va y avoir le tokamak. Et les pièces seront assemblées ici. Et ce bâtiment, un jour, sera plus long ici. Là, c'est le trou où il y a actuellement là-dedans, on va mettre le tokamak dont je vous ai montré le schéma tout à l'heure. Voilà, donc des images 2016. Donc ça progresse assez... Enfin, rapidement, ça peut sembler long, mais vu l'étendue de ce qu'il y a à faire et le chantier que ça représente, voilà, en août 2017, donc tout ce qui est électrique, c'est ici. Hein. Au passage, il faut fabriquer aussi des bâtiments qui sont là, parce que là, vous recevez de l'électricité en alternatif, et pour commander les aimants, il faut du continu. Donc, il y a quelques trucs à faire. Voilà, ça c'est le bâtiment qui fabrique tout ce qui est cryogénique. Voilà, donc on a... Et ça, c'est juillet 2018. Avec le bâtiment maintenant qui est... voilà, et le trou qui est ici. Donc on en est là pour la grosse manip. Et le bâtiment tokamak lui-même, donc là où il va y avoir le cœur, là ça c'est la partie bâtiment. Et ce qu'on voit ici arrondi, c'est ce qu'on appelle la protection biologique. Donc c'est le support finalement béton du bâtiment lui-même, à l'intérieur duquel on voit bien l'aspect cylindrique. Il y aura le tokamak que je vous ai montré tout à l'heure en schéma. Alors ce dessin est assez faux parce qu'en fait cette partie-là, j'ai fait remonter la terre là parce que voilà, c'est les niveaux qui sont indiqués ici.
mais ces niveaux-là sont souterrains. Donc il a fallu excaver ce qu'on a vu sur le schéma tout à l'heure. Alors ça c'est très marrant, c'est en 2006, les gens qui ont mis ici, c'est le point où se trouvera le centre du tokamak. Il n'y avait rien autour, mais évidemment, dans les plans des architectes et de tous les concepteurs, une fois que le plan général, le plan de masse avait été construit, fabriqué, on sait que c'est là que ça va se passer. Et donc on a commencé à excaver d'une vingtaine de mètres en fait, pour avoir le niveau bas de ce qui sera un jour le tokamak. Voilà, donc là on a des gens qui font de la varap. Vous voyez, il y a des métiers de toutes sortes hein, dans le bâtiment. C'est vraiment pour les gens du bâtiment. Là, et ça, j'ai bien aimé, moi je l'ai vu à ce moment-là, c'est quand ils ont mis les plots antisismiques, c'est-à-dire que le bâtiment va être au-dessus, et ça c'est tout un ensemble de plots antisismiques qui vont permettre au bâtiment tokamak et aux réacteurs de supporter d'éventuels tremblements. J'aime beaucoup, même graphiquement, je trouve que c'est assez sympa. Donc ça c'est l'état en 2012. Alors là on voit que le centre il est là, hein, le centre où reposera le tokamak. Et puis ensuite, ils ont fait des radiers de plus en plus importants. Voilà, donc là on est monté d'un étage. Le centre est toujours là, on sait où il est. À l'intérieur, on voit le radier qui est supporté par les plots antisismiques. Donc on pourra aussi aller vérifier, entretenir tous ces points-là. Et puis petit à petit, on a continué à monter le bâtiment. Donc ça c'est 2016. 2017, le bâtiment, donc c'est le béton, hein, c'est à l'intérieur de ce bâtiment. Et puis en 2018, on a mis un couvercle pour que les gens puissent travailler à l'intérieur déjà de façon... parce qu'on est arrivé au niveau 1. Et donc là, si on regarde dans le trou, on a 30 mètres de vide en dessous, qui sont l'endroit où il y aura le cryostat dont on a vu les morceaux tout à l'heure. Voilà. Et puis là, c'est un grand moment qui s'est passé assez récemment, c'est en décembre. La première pièce a été installée à l'intérieur du fameux bâtiment, parce qu'il fallait qu'elle rentre à un moment, bon bref, dans les opérations, dans la succession des tâches. C'est un segment de ligne d'alimentation des bobines qui a été fourni par la Corée, qui devait être installé assez tôt, puisqu'après il va falloir continuer à murer des choses. Voilà, donc là le bâtiment, et donc le bâtiment actuel, j'ai pris une photo d'avril, là c'est une photo récente, qui est évidemment grand angle fisheye, hein. Le bâtiment il n'est pas en forme d'œuf, il est cylindrique, mais bon, pour prendre ça. Et là ils sont en train de tout nettoyer. Alors il y a une petite étoile, là, vous voyez, c'est marrant. C'est là qu'un jour il y aura une petite... Non, je le plaisante. C'est un reflet. Mais ils sont en train de sabler pour qu'il y ait de la peinture dite nucléaire. Je demanderais, je ne sais pas ce que c'est que la peinture nucléaire, je pense qu'il se nettoie facilement. C'est ça, non? Les gens de la sûreté connaissent. C'est si jamais il y avait une fuite de quelque chose. Donc ça va être tout blanc en fait. Là c'est en train d'être tout blanchi, tout ça. Donc on en est là, et donc le cryostat n'a plus qu'à arriver. Voilà, donc le plan du haut, le cryostat, le cryostat et le réacteur tokamak, etc. Donc ça c'est le bâtiment d'assemblage, le système de chauffage avec les ondes, les micro-ondes en fait, qui vont chauffer le plasma, qui sont là. Là c'est le bâtiment où il y aura tous les diagnostics, parce que vous imaginez bien que les physiciens vont avoir mis là-dedans plein de trucs pour mesurer l'état du plasma, sa température, sa densité et tout un tas de choses, des spectres. Le bâtiment tritium, qui est un petit peu décalé par rapport aux autres, puisque dans un premier temps, il n'y aura pas de tritium. Ce qui est visé pour le moment, c'est en 2025 un plasma d'hydrogène et de deutérium. Le tritium, ça sera pour 2035. C'est le bâtiment d'assemblage du cryostat qui est ici. Là, c'est le bâtiment des bobines colloïdales dont je parlais tout à l'heure. Et le bâtiment de conversion, les deux bâtiments de conversion de puissance alternative continue. Et puis l'usine cryogénique qui fabrique. Il faut une usine pour fabriquer de l'hélium superfluide cryogénique sur le site, vu la quantité de ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est vraiment une vue de drone. Et la station électrique, c'est vrai que quand les premiers ingénieurs EDF, on leur a dit qu'il allait savoir fournir 500 MW à un moment, ouais, d'accord. 400 000 volts, 500 MW, oui, voilà. Bon, bah donc c'est fait, et ça a été raccordé au mois de septembre au réseau européen, donc tout est clair, et donc la direction d'ITER est ici. Donc ça c'est l'état du chantier actuellement. En 2019, ce qui est attendu, c'est les deux sections du cryostat qui vont être assemblées, fabriquées sur place par les équipes indiennes. L'arrivée des premiers segments du bouclier thermique qui viennent de Corée, l'appareil de levage du solénoïde qui va être fabriqué par les Américains. Tout ça, ça arrive en 2019. Et il y a 10 grands jalons jusqu'à 2025, et la date programmée pour le premier plasma, qui sera hydrogène, hélium, deutérium. Le tritium, il attendra l'année 2035. Voilà une des dernières images
prise de nuit en fin d'année avec le bâtiment Tokamak, sur lequel il y aura évidemment un prolongement, puisque le bâtiment il ira jusque-là. Ça va être tout intégré là-dedans, entre diagnostic, nutrition, etc. Voilà l'état des choses. Et donc, je vous fais une petite animation. Si jamais vous en avez encore le courage. Oui, j'ai complètement exposé. Non, si on a commencé à quelle heure 18h. Il est 19h41. Ah ouais, ça fait quand même 1h03, quoi. Ouais, bon. Désolé, je sais pas qui je me suis dit qu'il fallait mieux que j'explique les choses. J'espère que j'ai pas trop perdu de gens en route. Et donc voilà cette petite animation qui a été réalisée pour voir, voilà, quand on injecte des particules dans le tokamak, on lui laisse le temps, aux particules de se transformer en plasma. Donc vous voyez le moment là, où les particules positives tournent dans un sens et les négatives dans l'autre sens, donc il faut être suffisamment chaud pour que tout ça soit ionisé. Et puis il y a un moment, si on prend le temps et que c'est bien, voilà, donc là on a des réactions de fusion, ça s'allume, ça chauffe, voilà, c'est ce que tout le monde espère qui se passera en 2035, quand on pourra mettre du tritium dans la machine. Mais avant, il y a énormément de choses à étudier, améliorer la façon de confiner le plasma notamment, vérifier tous les points, parce que vous imaginez qu'il y a des défis technologiques là-dedans et d'assemblage qui sont quand même assez monstrueux. Et donc, on pourra se dire, le jour où on a cet embrasé là, on pourra vraiment dire que... Champagne. Voilà, Champagne, on pourra vraiment dire qu'ITER, c'est comme une petite étoile qui fonctionne voilà, comme les autres. On aura une petite étoile qui sera allumée dans le réacteur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il est temps maintenant de poser des questions. On va commencer comme d'habitude par les enfants d'abord. Est-ce que vous avez des questions? D'abord. Ouais. Tiens. Maintenant que qu'il y a un couvercle et que c'est fermé, comment ils font pour faire rentrer d'autres pièces? Alors, d'abord, ce couvercle peut être ouvert pour des pièces qui sont moins importantes. Et puis, il y a des entrées qui ont été prévues à l'intérieur pour les pièces. Et puis, le couvercle il pourra de toute façon être enlevé si vraiment il y a une opération. Là, pour le moment, le couvercle, il est provisoire, en fait. C'est pour protéger tous les ouvriers qui sont à l'intérieur et protéger les intempéries aussi, etc. Mais bon, le couvercle, il est provisoire, il peut être... T'inquiète pas, ils ont prévu dans la chaîne qu'on puisse rentrer les grosses pièces qui vont arriver dans 2-3 ans à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un beau chantier. Moi, je suis un enfant, mais Ah oui. Oh, quoique, on reste enfant très longtemps, même. non, mais je vous parle de protection radiologique. Oui. Radiologique et biologique. Ouais. Est-ce qu'on a un ordre d'idée des radiations émises d'une coque de réacteur? Alors là, c'est vraiment pas mon domaine, donc parce qu'on peut pas être spécialiste en tout. Ce que je sais, c'est que à l'intérieur du cryostat, à l'intérieur de la chambre à vide, les opérations vont être faites vont être robotisées pour changer notamment un certain nombre de plaques sur la couverture dont je parlais tout à l'heure. Les opérations vont être faites par robot. Donc je ne sais absolument pas, alors ça c'est un sujet que je ne connais pas, donc il faudrait que j'ai quelqu'un de la sûreté qui sache, qui regarde les dossiers, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit dramatique, puisque de toute façon on est quand même dans une INB, hein, donc il va y avoir le suivi habituel de toutes les installations nucléaires de base, puisqu'il y aura un jour du tritium, et qu'il y aura des matériaux activés, donc il va y avoir le suivi radiologique habituel, mais je ne sais pas quel est ce qui est pensé parmi les... Je ne sais pas si les gens vont prendre des doses et à quel niveau, je sais rien. Bon, ça n'apparaît jamais par rapport à l'industrie nucléaire, je dirais, de fission, ça n'apparaît jamais comme un sujet... non, mais voilà. Que vous savez pas. Mais je ne connais pas, voilà, sachant que le niveau max restera le même que pour les gens qui travaillent dans le nucléaire, la vingtaine de millisieverts à l'année. Oui. J'avais deux questions. Date de démarrage, donc 2025, 2035, et c'est, on est sûr ou c'est un peu comme FLAP 3 et c'est 2050? Et est-ce que c'est bien 19 milliards ou c'est 40? Alors, c'est la première question. Et la deuxième?
Ce que je comprends, c'est que l'ITER va produire 500 MW pendant quelques minutes. On espère plus. Mais peut-être plus. Ouais. Et on va l'évacuer par le On va réseau l'évacuer par des systèmes. Non, il n'y aura pas de fabrication d'électricité. Ah, avec. pardon, parce que tout à l'heure, Ça vous va être disiez, évacué par des moyens. Je ne sais pas exactement dans quoi. Un peu comme au LHC, on fabrique de l'énergie, puis on le noie, on le met dans des résistances qui vont permettre de dévier. Ah oui, d'accord. Voilà, ça se termine. On va chauffer des résistances. Ouais. Non, mais Oui, mais c'est 500 une manip MW de sur le physique. réseau, Si c'est on énorme. commence, enfin, c'est ça le problème. C'est que si on commence une manip de physique à se dire, tiens, puisqu'on va avoir un réacteur qui, j'espère, va marcher, si que on récupère l'électricité, alors là, on se met des contraintes majeures. Faisons les choses. C'est une manip de physique. On n'est pas là pour faire de l'électricité. Vérifions. Le but, là, c'est vraiment de démontrer qu'on est capable d'allumer un plasma qui va s'auto-entretenir pendant un certain temps, et on espère le plus longtemps possible. Point barre. Et c'est ça l'objectif qui est vraiment poursuivi. Alors, la confiance qu'on peut avoir, évidemment, la façon dont c'est parti, avec des augmentations, en gros, d'un facteur, on a déjà pris les 400%, voilà, pour le moment. La façon dont les budgets ont été évalués initialement sur des sujets qui étaient hautement innovants, avec zéro expérience, dans un cadre de négociation internationale, voilà, moi je n'ai pas circulé dans les discussions et les négociations, mais à partir du moment où c'était une alliance très politique finalement entre 7 grands partenaires, je ne sais pas quels sont les chiffres qui ont été utilisés. Je pense que les gens avaient une certaine confiance dans la technologie, on disait bon allez c'est un réacteur, voilà, avec l'expérience de la technologie de la fusion, on se dit, de la fission je veux dire, on fait des évaluations comme ça à la louche. Et en fait ça n'a rien à voir, et l'organisation non plus n'a rien à voir, et le temps nécessaire pour faire les choses n'a rien à voir. On est tellement à la limite de ce qu'on est capable de faire que ça prend plus de temps que ce qui était prévu. Donc moi tout ce que je dis, c'est que le nouveau directeur, donc Bernard Bigueux, qui a pris donc ce poste en 2015, il a tout de suite fait un audit international en faisant intervenir des experts, y compris américains, qui ont été bien musclés sur le sujet et qui ont fait des recommandations sur la façon. Donc lui, il a pris la direction de ce truc-là et il a eu des recommandations très fortes. Et donc il a mis en place ce qu'il appelle lui un état d'esprit projet, ce qui veut dire que ça existait moyennement avant. C'est-à-dire que dans un sens, chacun fait son petit bout dans son coin. Donc lui, il a vraiment mis en place une équipe qui est quand même extrêmement musclée. Il y a pas mal de collègues du CEA d'ailleurs qui sont dans cette équipe, qui ont été détachés. Donc il y a une équipe musclée en termes d'ingénierie. Maintenant, c'est un projet innovant, j'ai été chef de projet innovant dans le spatial personnellement. Vous pensez sérieusement à un moment que vous tiendrez un délai, et puis vous avez une grosse tuile, voilà, vous faites des analyses de risque, vous essayez de penser à tout, et puis il y a un moment, la grosse tuile auquel personne n'avait pensé, et puis qui vous fait prendre 6 mois de retard, ou voilà. Donc, mais je pense que là, on est sur un planning qui est sérieux, et d'ailleurs, il y a eu des évaluations internationales qui ont montré que depuis quelques années, il y a une grosse amélioration, les jalons sont tenus les uns après les autres. Voilà, on parle là-dessus, voilà. Il faut être indulgent. Oui, totalement ignorant. Oui, ceci n'a rien à voir avec l'accélérateur de particules qui est sous la frontière suisse. L'accélérateur de particules, c'est le Large Hadron Collider, le grand collisionneur de protons, qui tourne sous la... Et là, c'est pour faire de la physique des particules. Donc là, le but du jeu, c'est pas du tout l'énergie, c'est de faire se fracasser, enfin de se collisionner des protons qui tournent pratiquement à la vitesse de la lumière dans un sens et les autres dans l'autre, de façon à comprendre mieux l'intimité de la matière. Donc qu'est-ce qu'il y a dans un neutron et dans un proton? Voilà, c'est la physique fondamentale, c'est la physique pas du tout liée à l'énergie. C'est vraiment pour reconstituer l'état de la matière quand l'univers était par exemple beaucoup plus chaud. À l'endroit où on fait se collisionner les deux protons, on a quelque chose qui fait un million de fois 1 milliard de degrés. Et ça pendant une nanoseconde. Donc c'est vraiment des études sur la structure de la matière. Ça n'a rien à voir effectivement avec ce projet-là. J'ai des questions qui se rapprochent. Par contre, juste un point, par contre, il y a aussi des éléments supraconducteurs de très haute technologie, etc. Parce que les gens ont aussi besoin d'emmener des particules, de leur faire prendre des virages plus ou moins... voilà. Donc la technologie supra-aimant, elle est présente dans les deux. D'ailleurs, il y a des équipes qui travaillent sur les deux, ou l'un après l'autre. Et donc, moi, ma question, c'était...
J'ai plusieurs questions. Quand on fait un plasma, je me demande ce que deviennent les particules. Ah ben, Oui, mais elles sont à l'état ionisé, donc on a des électrons, des ions, ils se recombinent comment? On n'en sait rien. Moi, je ne sais pas. Non, je dis pas on n'en sait rien. Je ne sais pas. Je suis pas. Et l'autre chose, c'est que devient la température et qu'est-ce qu'on chauffe si on est pratiquement dans le vide? Bah, si on est dans le vide, déjà, s'il n'y a plus de plasma, bon, on est pratiquement dans le vide. On est à 10,6 atmosphères. Donc on a du plasma, on a des particules électrisées qui tournent dans un sens et dans l'autre, donc on a de la matière dans ce. Et c'est la température, la notion de température avec la température du vide, c'est un truc pas évident à imaginer, parce qu'en fait, la température pour ce genre de choses qui sont avec très faible pression, c'est une mesure de l'état d'agitation de la matière en fait. C'est un peu ce que je montrais tout à l'heure avec ma petite animation là où ça glisse. L'eau, le gaz, on voit ce que c'est. Le plasma, on a séparé les noyaux des électrons. Tout ça, ça vit sa vie et ça fait un fluide conducteur qui est extrêmement ténu. C'est 10-6 dans un laboratoire, 10-6 atmosphères, c'est un bon vide. Et là, sauf que c'est pas un vrai vide, c'est du matériau. Donc quand on chauffe, eh ben, la matière, quand on refroidit, je veux dire, la matière, peut-être se recombine d'ailleurs. Hein. On va commencer par refaire des noyaux des atomes d'hydrogène et puis. Moi, j'ai un petit peu de mal à visualiser comment on passe de 150 millions de degrés à peut-être après à température ambiante. Elle se dissipe cette température et cette énergie. Oui, c'est une énergie qui est évacuée. Il y a des systèmes effectivement d'évacuation avec le divertor, etc. Il y a des systèmes d'évacuation dont je ne connais pas le détail, hein. Mais bien sûr il y a de l'énergie dedans. Il y a des gigajoules là-dedans, donc d'énergie qui sont stockées et qu'il va falloir évacuer. Exactement pareil que dans le LHC, enfin c'est des problématiques qui sont exactement la même chose quand on a les protons qui tournent à la vitesse de la lumière et qu'il y a une collision et puis qu'on arrête. Bah, l'énergie qui est là-dedans, il faut l'évacuer. Il y a des dispositifs qui sont faits dont je ne connais pas technologiquement la constitution. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte à la conception. Hein. Mais bon, si vous me demandez de détailler tous les détails du machin ITER, voilà. Mais non, mais c'est effectivement, c'est forcément pris en compte dans la conception. Moi, ça dépasse mon. Non, mais je vous invite parce que quand même sur le site ITER, sur le site iter.org, vous tapez ITER et vous tombez en première ligne, hein, il y a énormément d'informations, alors il faut aller regarder dans les alinéas des trucs, mais tous les sous-systèmes sont décrits et il y a des descriptifs assez précis de ce qui fonctionne, en tout cas sur les principes. Et puis si vous passez dans le coin, allez visiter, posez la question aux gens là-bas, parce que c'est pas du tout que je veux. Monsieur, oui. Vous allez donc essayer de battre le record du monde, si j'ai bien compris. Oui. Enfin, c'est comme dans l'athlétisme, vous allez essayer. Ça va fonctionner combien de temps ce ITER? Bah, ITER, il est prévu 20 ans d'exploitation. Donc vous allez faire. On est toujours là-dessus. Ah oui. Donc on va arriver à battre le record du monde plusieurs fois. Ah ben c'est probable. C'est probable. Et l'idée, c'est quand même qu'à la fin, en 2035, quand on met le lithium, on arrive pendant la phase d'exploitation à savoir si oui ou non on est capable d'allumer un plasma de fusion et de l'éteindre, et de l'arrêter. Voilà, correctement. Voilà. Ça c'est. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter il y a 30 ans. Ah, vous l'avez visité? Et on avait rencontré donc Bernard Pigot, oui, qui était une personne comme vous, très passionnée par son travail. Oui, tout à fait. C'était ma question. Ah bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors c'est prévu 20 ans actuellement. Rien ne prouve que quand il y aura des éléments factuels, expérimentaux, il n'y a pas des gens qui vont dire attendez là, il nous faudrait 2 ans de plus pour vérifier ça. Ça c'est comme toutes les manips. Hein. Dans les projets spatiaux d'Astro que je connais bien, on part toujours pour 2 ans. Le petit robot qui est sur Mars, il est parti pour 1 an. Ça fait 7 ans et demi qu'il est là-haut et il n'est pas prêt d'être arrêté parce que les résultats scientifiques sont là. Il y a les publics, il y a des résultats scientifiques, donc les agences continuent à financer le travail. Hein. Donc ça peut très bien, on peut très bien se trouver dans une situation de ce type. Il s'arrêtera quand il aura rempli sa mission en quelque sorte. Sur leur question du groupe, oui, alors c'est clairement la France. Ouais, c'est clairement la France. Je pense que c'est à peu près équivalent pour
Alors, qui en Europe? C'est le programme Euratom, donc il faudra regarder combien les différents pays donnent à Euratom. Mais la France a pris un rôle prépondérant parce que c'est le pays d'accueil et que tout ce qui est fait par la France est chiffré. Voilà. C'est aussi logique, hein, parce que sur les 500 entreprises qui sont sur le chantier, il y en a juste 460 qui sont françaises. Donc il y a un certain retour. Ce que dit Bigot, c'est que 1 euro mis par les partenaires, c'est 4 euros de retour en fait. C'est quelque part. Alors on a investi, mais je sais pas, le lycée international, il y a plein de choses. Les masters, les fabrications, les préparations des métiers de la fusion, tout ça, c'est un point important pour la France. Une question, vas-y. Sur les enfants qui sont dans les écoles, oui. Est-ce que c'est les enfants de la région? Non, les enfants qui sont dans le lycée international, c'est d'abord les enfants de tous les gens, de tous les étrangers qui ne parlent pas français a priori, qu'on amène là parce que papa ou maman bosse sur le site et qu'il faut qu'ils fassent leur cursus. Voilà, oui, c'est un lycée international. C'est autre chose, sans aucune polémique. Un lycée, une école, un collège, enfin voilà. Sans aucune polémique, mais par rapport à l'EPR où là il y a un peu de difficulté à démarrer, qu'est-ce que vous prenez comme. Ça c'est une question pour Bernard Bivot, pas pour moi. Mais il se trouve qu'il a répondu récemment lors d'une conférence que je vous invite à écouter d'ailleurs à l'école centrale de Lyon, à un étudiant qui lui posait la même question. Et il a dit que pour tenir un planning, il fallait déjà le vouloir. Je vous laisse interpréter comme vous voulez. Mais c'est Bernard Bigot a dit, hein, c'est pas Daniel Imbaud, j'y suis absolument pas capable. Il a dit qu'il fallait déjà le vouloir et qu'il considérait qu'il fallait être sur le planning tous les jours. En dehors du vouloir, il y a une forme de compétence qui est. Alors voilà, l'autre point qu'il a abordé, c'est qu'effectivement, pour les réacteurs nucléaires, on avait probablement perdu pas mal de compétences. On a peut-être aussi perdu d'ailleurs un certain savoir-faire dans le domaine de la sûreté, dans le domaine, voilà, il y a des tas de choses parce qu'il y a eu un trop grand laps de temps finalement sans construire de centrale, et que peut-être on a du mal à rattraper derrière des savoir-faire, hein. Ça c'est pas impossible du tout. On va prendre une dernière question, parce qu'après oui, parce que on invitera, on vous invite tout à l'heure à un cocktail en sortant. Merci. Oui, Jean-Paul Martin, je suis en retraité du CEA. Ma question, en fait, rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis quand même un petit peu perplexe, mais je ne pense pas que vous puissiez me répondre, à savoir, dans le projet d'EMO, vous multipliez l'énergie par 10 d'après les espérances, ce qui représente une énergie formidable à évacuer. Quand on voit qu'un réacteur de 1600 MW demande des dispositifs énormes pour évacuer cette puissance, je ne vois pas comment, dans un système machine physique, d'accord, mais évacuation de l'énergie pour dire je fais de l'électricité ou autre chose, là je serais curieux de savoir quelles sont les orientations. Voilà, merci. Là, franchement, ça fait partie des choses que je me laisse. Je ne mets pas. J'ai droit au jeu de temps en temps, hein, parce que c'est un sujet sur lequel. Mais au mois de septembre, je descends justement sur ITER, donc j'espère voir M. Bigot qui va me répondre clairement. Eh bien, évidemment. Merci. Merci. Voilà, donc on vous remercie beaucoup. Vraiment engagé pour monsieur. Merci d'être venu. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines conférences, il faut laisser votre nom à l'accueil de l'Udiver. Donc on vous invite maintenant à un cocktail pour continuer les échanges. Oui,